Bon, ben, je pense que je vais commencer avec ma petite intro. euh, du pourquoi que je suis là, en fait, parce que je pourrais m'étendre longuement sur le sujet. D'abord, je vous remercie d'avoir d'avoir pris l'invitation. Ça va faire 21 ans que j'ai terminé en médecine vétérinaire, puis ce qui m'a motivée à vous inviter aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai terminé, je n'avais aucune formation et j'ai trouvé ça très, très pénible, très douloureux. J'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, j'ai généré des mauvais souvenirs chez des gens, puis moi, ça m'a causé énormément de stress. Et quand j'ai commencé à travailler avec une vétérinaire qui, a- qui venait tout juste de graduer, on l'avait engagée à la clinique il y a 2 ans, puis je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas eu plus de formation que moi. J'ai trouvé ça excessivement choquant. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est vraiment dans un élan de confrérie pour que vous soyez mieux outillés simplement pour vous réduire le niveau, pour réduire votre niveau de stress parce que c'est déjà assez stressant la pratique. Quand en plus on n'a pas de formation sur l'euthanasie, ben c'est juste nono. Alors on va essayer de mettre un petit peu de magie là-dedans pour juste vous augmenter votre courbe d'apprentissage puis vous éviter de tomber dans des pièges. Vous allez des fois être intégré dans certaines pratiques, puis ils vont vous donner tout un protocole et tout ça, mais vous allez être aussi certainement, certains de vous garrocher en pratique parce que c'est comme ça. Tout le monde est occupé, tout le monde est pressé. Donc, c'est ça mon objectif. Si vous ne le savez pas déjà, ben, je suis en pratique des petits animaux en Montérégie, donc au sud du Québec. Et suite à un besoin, j'ai conçu une housse mortuaire parce que j'en pouvais plus de mettre des animaux qui étaient des bébés, des amis, des confidents de mes clients que j'aime dans des sacs de poubelle. Ça m'écœurait. C'était la seule chose dont j'étais pas fière en médecine vétérinaire. Je suis vraiment fière de ce qu'on fait. Je pense qu'on est des champions du monde. Et puis donc, ça m'a amené à faire ça, à concevoir un produit, puis à le mettre en marché. Et c'est toute une aventure. Donc aujourd'hui, j'ai appelé ça Préparer, ça va bien aller parce que c'est facile, les euthanasies. C'est facile, puis en réalité, on peut trouver beaucoup de satisfaction. J'allais dire, c'est le fun, on va se calmer, mais c'est qu'on peut trouver de la satisfaction à le faire quand on est bien préparé et qu'on a préparé les gens. Et c'est ça qu'on va parcourir aujourd'hui. Non, la même affaire, ça ne marche pas, ça. OK. Donc aujourd'hui, c'est comment préparer la famille, comment évaluer la qualité de vie aussi des animaux, des outils qui sont là, qui sont présents, dont vous pourriez ne pas entendre parler. Comment formuler son humanité? Donc, des petites formules qui, moi, me parlent. Je vais vous en proposer plusieurs. Puis il y en a, j'espère, une qui, là-dedans, va attirer votre attention. Et aussi, on va décrire l'expérience de façon à vraiment la structurer puis être capable d'orienter les gens là-dedans. On va se donner des petits cues aussi au niveau du rendez-vous le jour J, des petites erreurs à ne pas faire. Ça m'a pris des années à réaliser. Et des astuces techniques où injecter. Moi, ça, voilà, je pourrais m'étendre, je vais garder ça pour tantôt. Des petites attentions qu'on peut faire envers les familles. Puis aussi, comment faire équipe avec les crématoriums. Le crématorium, c'est très mystérieux comme affaire, cette patente-là, mais en réalité, on gagne vraiment à connaître ces gens-là. On travaille vraiment en équipe avec eux. C'est un service essentiel. Et aussi des spécifications au niveau de l'enterrement et sur la sédation. Là, aujourd'hui, on a un groupe d'étudiants mixtes en ce lundi de Pâques. Donc, vous n'êtes pas tous des finissants. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les protocoles de sédation. Au besoin, je pourrais les faire parvenir par courriel. Vous pouvez m'envoyer votre courriel par chat. Ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, réellement, moi, je me souviendrai toujours de la première euthanasie à laquelle j'ai assisté. Là, puis, j'ai vraiment trouvé ça comme je suis qui? Moi, je suis Dieu. C'est particulier. Mais ce qui m'a vraiment frappée, en fait, c'est quand, en pratique, ça faisait je sais pas, genre 2 ans que je pratiquais. Puis là, quelqu'un est rentré dans ma salle, puis il m'a vu, puis il s'est mis à pleurer. Je dis, oh, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Puis il a dit, non, c'est toi qui as euthanasié mon animal. Donc, je pensais que j'avais fait une erreur, mais je n'avais pas fait d'erreur, en fait. Elle m'avait dit, non, non, ça a très bien été, mais c'est juste parce que c'est toi qui l'as fait ici. Là, j'ai fait, wow, voilà, bataille, là, OK, c'est sérieux cette affaire-là. Moi, je n'avais pas encore perdu un de mes propres animaux. Donc, tout ça pour dire que c'est un des 2 rendez-vous les plus importants, le premier vaccin de Poppy, puis l'euthanasie. Et c'est une proportion importante des plaintes déontologiques. Paniquez pas avec ça. Ce n'est pas les jeunes qui sont poursuivis, c'est les vieux vétérinaires. Donc, pourquoi il y a des gens qui décident de poursuivre ou tout au moins de faire une plainte à l'OMVQ? C'est presque tout le temps des problèmes de perception. Donc, les gens
ils sont complètement perturbés. C'est ça qu'il faut que vous disiez. Les gens ne sont pas tous là. OK, oui, mais j'y avais dit ça. Ouais, mais il n'écoutait pas, il n'entendait pas. Il est complètement dans un autre univers, dans un tourbillon d'émotions. Donc, des fois, quand on va, par exemple, le typique, là, on va prendre l'animal, puis on va aller en arrière mettre un cathéter, ce qui n'est pas nécessairement recommandé, mais puis là, un autre animal va japper, ils vont penser que c'est leur animal qui a jappé, qui a crié, qui avait mal parce qu'ils sont perturbés. Donc, souvent, c'est ça, c'est de la perception. Ou bien un animal qui va faire une réaction de protection, les gens vont penser que c'est parce qu'il a mal. Non, il est qu'en cas, il avertit. Okay? C'est des choses comme ça. Souvent, ben, on n'est pas culturellement habitué d'être avec des gens qui ont de la peine, donc on ne sait pas comment faire. Puis certaines personnes vont réagir comme ça en ayant l'air sérieux. Ça peut donner, mais pas sérieux, mais ils se sentent mal. Fait que des fois, les gens, quand ils se sentent mal, ben, ils ont des réactions qui peuvent être perçues comme du détachement. Il y a aussi que, ça je pense c'est le gros morceau, les gens ne sont pas préparés. Nous, on fait des euthanasies sur une base régulière, on sait comment ça marche, on sait c'est quoi la cadence, mais les gens n'ont aucune idée. Donc, si ce n'est pas bien expliqué, bien là, ils peuvent être fâchés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur chat soit sur le côté à regarder de même au bout de 2 minutes de la sédation. Ils pensaient que ça prendrait 45 minutes ou 2 heures. Ils ne savent pas. C'est tout. Après ça, le traitement du corps, il est arrivé qu'il y a des vétérinaires aient mis des animaux dans des sacs poubelles parce que je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est choquant. Et aussi, ça, c'est un gros morceau, c'est le sentiment d'avoir été bousculé. On ne leur a pas laissé le temps de se recueillir. Pas 2 heures, là, juste un petit temps pour se recueillir avec son animal. Donc, ça donne quoi? 20% des gens, peu importe à quel point ils vous aiment comme vétérinaire, on sait comment on travaille dur, les gens ils nous aiment, surtout quand on sort en pratique au début, on voudrait que tout le monde nous aime. Mais là, peu importe, là, ils ne reviendront pas vous voir. Il y en a 1 sur 5 qui s'en va. Bye bye, ciao. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer des petits trucs pour les retenir parce qu'on aime ça travailler avec des clients qui nous aiment. On aime ça revoir les mêmes personnes la plupart du temps. Donc, on va faire ça. Après ça, là, finalement, on était dans le négatif. Là, on va être bien dans le positif. Maintenant, c'est comment on peut aimer des euthanasies. C'est-tu possible? Bien, c'est ça. Moi, je suis plus gênée de le dire. J'ai du plaisir à le faire parce que un moment donné, la médecine, j'aime ça, mais ce que j'aime, c'est le rapport humain, c'est de faire la différence dans la vie des gens. C'est ça qui a fait que j'ai voulu être vétérinaire. Et donc ça, je vis des expériences humaines extraordinaires. Puis là, je deviens le héros, puis les gens ils viennent pour une euthanasie avec moi, puis après, ils veulent juste me voir pour tout. Mais je dis non, je ne suis pas une super médecin, madame, je ne suis pas trop haute en médecine interne, ni en cardiologie, je suis nulle en ophtalmo. Mais non, mais c'est toi que je veux parce que non. Bon. Fait que tu marques des points, tu as des cartes de remerciement. On ne voit plus ça dans la vie. C'est pas des gens qui ont à qui tu vas sauver le petit bébé d'un parvo là, qui vont t'écrire une carte, c'est pas eux autres, c'est sûr que tu vas faire une belle euthanasie. Donc, ça renforce nos liens, ça marque des points. On est humain et professionnel en même temps, c'est tout un équilibre, c'est vraiment intéressant à développer. Le privilège de soulager, tu sais, c'est pas rien, c'est un privilège. Et c'est tout ce qu'il faut, c'est arriver préparé. Donc, la famille, ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est être guidée. C'est quoi les étapes? Combien de temps on va prendre chacune de ces étapes-là? C'est être écouté. Pas pendant des heures, là, mais juste se faire demander, avez-vous une demande spéciale? Avez-vous compris? Êtes-vous prêt? C'est juste ça qu'ils veulent. Juste qu'eux aussi aient un petit quelque chose à dire, pas juste qu'on les prend et on les dirige, si on veut. Elle veut aussi être comprise dans le sens que souvent, elles se sentent jugées. Donc là, on veut juste leur montrer que, tu sais, là, je comprends qu'est-ce que c'est. C'est que c'est compréhensible. Être préparé et avoir du temps. Donc, ils veulent vivre un moment unique. Ils veulent sentir qu'ils sont attendus à la clinique. C'est pas juste un rendez-vous comme un autre, entre 2 affaires, mal d'oreille, une diarrhée, une euthanasie, let's go. Même, non, il faut que ce soit spécial, donc on est attendu. Donc, d'avoir la salle qui est prête quand les gens arrivent à l'intérieur, que la couverte est mise, que tout le matériel est sorti, qu'il y a peut-être même une petite enseigne ne pas déranger. Là, quand on pousse ça au top, là, on peut même changer un petit peu le décor quand on n'a pas la chance d'avoir une salle d'euthanasie. On peut mettre un petit tapis, une petite lampe, une plante en plastique. Bon, ça c'est level 3, là, pas juste vous donner des idées. Et aussi, potentiellement, le vivre à domicile, c'est très, très particulier pour les gens, mais ils ne le savent pas. Donc, si on ne leur dit pas que ça existe, l'euthanasie à domicile, les gens ne peuvent pas deviner ça. Ça, c'est important de leur mentionner que ça existe. Je parle beaucoup et je parle vite. En tout cas, si je parle trop vite ou quoi, vous pouvez me faire un petit signe de la main. Donc, ici, c'est un article, la référence, c'est sur notre site Internet dans « Outils pour votre pratique ». Il y en a plein, qui va juste aller associer des articles de déontologie, ce cours passionnant, avec
l'euthanasie. Donc, c'est écrit noir sur blanc là, qu'on doit faire preuve là, de courtoisie, ils disent de dignité, mais c'est de préserver la dignité, modération, objectivité. Surtout, ce que les gens veulent là-dedans, le message, c'est qu'on ausculte l'animal en leur présence et on confirme le décès. Important. Qu'on a des marques de sympathie, donc juste qu'on partage quelque chose, qu'on partage la peine un peu. On va revenir sur ces notions-là plus tard. Et qu'on leur montre le corps de leur animal avec respect et en préservant la dignité. La famille peut participer. Comment on peut faire? Les questionnaires de qualité de vie, on va en parler juste après. Très important. Tu sais, que ne fasse pas juste dire il faudrait que vous y pensiez, Madame Gendron. Tu sais, ça commence à être le temps. C'est pas assez. Ça retourne chez eux, son mari, il demande qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Il faudrait qu'on y pense. Tu sais, l'affaire que tu sais, c'est qu'ils ne penseront pas, puis ils n'avanceront pas. Il faut leur donner des outils. On peut leur suggérer des livres aussi, ça, j'en ai sur le site web. Certains cas, on peut même dire, regarde, voulez-vous écouter? Il n'y a plus de battement de cœur. Ça peut être genre d'affaire, tu sais, pour certaines personnes, il faut adapter ça. Et certaines personnes aussi peuvent y trouver du réconfort d'être là quand on va mettre l'animal dans une housse. Puis là, ils vont fermer le zipper. Pour eux, c'est la symbolique dont on ferme un chapitre. Et j'étais là avec toi et je te protège et maintenant, tu es en sécurité et je m'en vais. Genre d'affaire. Toutes des idées. Hein? Après ça, vous prenez ce qui vous tente. L'animal est facile, on sait, nous autres, comment s'occuper des animaux. Les humains, c'est un petit peu moins évident pour des vétérinaires. Mais dans le fond, ce qu'on peut faire pour aider les gens dans ces moments-là, c'est tout simplement de leur verbaliser qu'on comprend que c'est un moment difficile. Fait comment on fait ça? Hey, Ginette, je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas facile. On va faire ça bien. C'est juste de verbaliser l'ambiance plutôt que d'être hyper silencieux, puis pris, puis avoir peur de se tromper, de dire la mot. C'est pas les mots tant que ça qui sont importants, c'est le non-verbal, c'est l'ambiance, c'est comment on peut démontrer que si on reste naturel, les gens vont dire « Ah c'est une euthanasie, pas mal avec ça, la vétérinaire, là, elle. » Pas en passant, là, je vous parle d'euthanasie qui ont du bon sens. On va toutes vivre des euthanasies qu'on n'aura pas le goût de faire. Ça m'est arrivé dans ma carrière, pas tant que ça, heureusement. Là, je vous parle d'euthanasie qui ont du bon sens. Évidemment qu'il y en a qui n'auront pas de bon sens. C'est un autre chapitre, là. Mais aujourd'hui, je vous parle de cas que l'animal avait besoin de mettre fin à ses souffrances et à plus de qualité de vie. Après ça, être chaleureux avec l'animal. Souvent, ces animaux-là, là, ça fait des années qu'ils font dur. Ils sentent pas bon. Le reste de la famille n'arrête pas de dire aux gens quand est-ce que tu vas le faire piquer? Voyons donc, Ginette, il fait dur, fais quelque chose. Puis ça. Fait que là, les gens font rien que se faire dire des affaires négatives par leur entourage. On peut dire, hey, mais y a-tu des beaux yeux? Tu sais, trouver quelque chose qui est beau, là, réconforter la madame, faire baisser un peu le niveau de stress. Donc, je l'ai dit, dédramatiser. Tu sais, c'est pas d'arriver là, de bonne humeur, puis chanter, puis sonner le clairon, là, mais tu sais, c'est juste d'essayer de faire comprendre aux gens que nous, on trouve ça legit dans la majorité des cas, puis de pas justement être comme complètement crispé avec notre non-verbal, comme je faisais au début, puis que je savais pas trop. Fait que c'est un peu ça que je veux dire. Donc, oser le naturel, c'est juste de dire, tu sais, on peut, si c'est le cas, hey, vous savez, Ginette, moi, j'en ai déjà perdu un animal, je sais que ça fait mal, je sais que c'est pas évident, puis aujourd'hui, on va faire ça bien. Il va être confortable. On va mettre fin à ses souffrances. Donc, tu sais, des choses, on peut verbaliser. Question de posture, donc juste essayer d'avoir l'air un peu naturel, un peu détendu, normal. On met tout ça en perspective. Donc, si on ne faisait pas ça aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce serait bien, tout ça? Et faire souvent, on peut faire référence à mourir dans la dignité. Puis là, souvent, les gens vont avoir des connexions à leur histoire personnelle où est-ce que leur belle-mère est dans un centre de soins de longue durée, puis elle n'a plus de qualité de vie, puis tout ça, vont dire au moins lui, on peut le faire. Ça, vous allez entendre ça souvent. Une euthanasie, là, qui est juste médicale, on met fin à la vie d'un animal, c'est souvent traumatisant pour les clients si on n'y a pas mis un petit peu d'humanité, puis c'est toujours trop cher. Une euthanasie enrichie, où est-ce qu'on va vraiment être là pour les clients, puis les faire baisser leur culpabilité, leur faire sentir que c'est justifié, puis on va leur donner la chance de vivre un moment particulier. Ça n'a juste pas de prix. C'est juste comme ils vont être éternellement reconnaissants. Perspective, il ne faut pas oublier ça. Là, vous êtes tout jeune, tout beau, tout vert dans la pratique. Là. Mais à un moment donné, ça se répète les cas, puis on peut perdre un peu cette perspective-là. Nous, c'est bon, j'ai une euthanasie, bon, j'ai un vaccin, bon, mais là, eux, il ne faut pas oublier qu'eux, là, c'est leur bébé. Ils disent à journée longue, mais à un moment donné, ça ne nous rentre plus dans
dans la cervelle. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que c'est comme leur enfant. C'est une fois dans la vie de cette relation-là qui a duré des années. Toujours se le dire. Toujours se le dire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça se fasse en douceur. Nous, ce qu'on se fait dire pour une euthanasie, il faut que ça soit rapide. Il faut que l'animal, tu sais, qu'il sente que ce soit dans le confort, pas de stress, mais il faut que ce soit rapide. Juste pour dire que rapide puis rapide. Rapide, souvent, nous, là, une fois qu'on commence à injecter le barbiturique, là, c'est 3 secondes. Là. Donc, peut-être qu'on peut un petit peu ralentir sur le piston puis que ça en prenne 7 ou 8 ou 9 au lieu de 3. Là. Donc, ça, c'est juste à garder. Eux, leur priorité, c'est pas la rapidité. Nous, on veut que ça aille bien rapidement. Eux, c'est que ce soit en douceur. Nous, ben, c'est un patient. C'est un patient parmi tant d'autres. Et c'est minimum quasiment 100 fois par année. C'est ça, la perspective. La réalité des clients. Donc, nous, là, moi, ma perception personnelle, à moi, d'un vétérinaire, ben, je suis un conseiller en réalité. Puis je ne suis pas là pour juger les clients. Puis chacun des clients a sa réalité au niveau du budget, l'éducation, des valeurs, de la philosophie, de l'expérience. Nous, on est juste là pour essayer de leur faire voir clair là-dedans, mettre tout ça ensemble, puis d'être aussi un déculpabilisateur quand c'est possible, parce que c'est pas tout le monde qui est obligé puis qui a envie de traiter l'insuffisance rénale stade 3. C'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça, puis qui peut le faire, puis qui veut le faire, puis il faut essayer de respecter ça. Là, c'est le temps de la tranche de vie. Une fois, j'étais en clinique, c'est pas avec une euthanasie, c'est juste une petite leçon sur le jugement. La technicienne fait le pré-examen, elle me dit « Ah, ben, elle veut pas la prévention contre l'éthique, elle dit qu'elle n'a pas besoin. » Genre, là, comme, non, genre. Puis moi aussi, je fais ça, je suis comme, ben, voyons, comment, tu sais, parce que moi, je suis dans une zone endémique pour la maladie de Lyme. Puis je suis comme, OK, c'est même bizarre, elle apprend tout le temps, tu sais. Puis je m'en vais dans la salle, puis là, je suis comme ça, vous, là, l'éthique, là, non, ça, cette année, vous ne trouvez pas ça important? Elle dit, non, non, c'est pas ça. Elle dit, parce que là, moi, mon gars, il était en motoneige, puis il a passé à travers la glace, puis on a perdu son corps, puis il avait 28 ans, puis il allait avoir son bébé dans 2 mois, puis là, il est mort. Fait que tant qu'on ne retrouve pas son corps, moi, ça ne me tente pas de prendre des marches. Fait que j'en ai pas besoin des médicaments pour l'éthique. Ben ouais, c'est vrai que ça met de l'allure, votre affaire. Alors, le jugement, fait attention, ils ont tout leur bagage. Je ne sais pas si c'est juste dans mes régions, là, mais moi, les gens, ils ont beaucoup de bagages. Beaucoup de drames humains dont je suis témoin tous les jours. Alors, il faut faire attention à cela. Bon, on peut juger, c'est pas toujours du bien, là, mais il faut garder ça. Fait que là, je suis retournée en arrière, puis j'ai dit à la technicienne, j'ai dit, tu sais, c'est parce qu'elle vient de perdre son gars, puis elle sort plus de chez eux. Et le soir même, on a vu sur Facebook qu'elle avait retrouvé son garçon dans l'écluse. Et elle est revenue un mois plus tard et elle est venue chercher sa prévention. Bon, c'était la tranche de vie arc-en-ciel. Jugement. Préparer la famille. Donc, cette décision-là de l'euthanasie, c'est full culpabilité. Et puis, nous, on sait qu'est-ce qui est bon pour l'animal, mais il faut qu'on laisse mûrir ça au rythme de la famille. C'est important d'essayer de respecter ça, leur donner des outils, mais aussi respecter le rythme. Leur donner des options, pas en donner 6, là, mais en donner 2 peut-être, maximum 3. On traite, tu sais, full-on, on traite mi-chemin ou on ne traite pas. Puis rationaliser, puis leur donner, mais si on fait ce traitement-là, voici son espérance de vie, voici les coûts, on fait la deuxième puis on essaie de rationaliser. On est honnête aussi avec notre jugement clinique, de ne pas non plus donner des faux espoirs. C'est sûr qu'on peut tout sauver, là, puis pas tout sauver, mais ça peut aller loin, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Ce qu'il faut considérer, c'est l'animal, mais c'est aussi toute la famille qui va autour au niveau de leurs problèmes économiques, leurs limitations, on va dire, limitations économiques, physiques. Des fois, les gens, là, je les vois, moi, ils montent des 12 escaliers, puis la dame a des problèmes de dos, puis elle monte son labrador parce qu'elle ne veut pas, parce que, il y a des problèmes de mobilité, il n'est plus capable d'être en stade 4, il n'est plus capable de se lever. Mais elle le fait parce qu'elle se sent trop coupable. C'est important de remettre ça en perspective. Ce que les gens cherchent, là, c'est des boules de culpabilité. Ils cherchent une permission. Quelqu'un leur dit, tu sais quoi? C'est correct de faire l'euthanasie de ton animal en ce moment parce que c'est ça que tu as besoin, toi, dans toute ta vie en globalité. L'outil ici, là, oui, c'est ça. Donc, la qualité de vie, moi, j'ai été des années, tu vois, bah, tant qu'il mange, tu sais. Tant qu'il mange. Tout le monde dit ça, c'est ça, c'est ce qui circule dans la population.
Mais à un moment donné, c'est plus une question rien que de ça. Là. À un moment donné, le chien, il mange, oui, mais 23 heures sur 24, il n'y a pas de plaisir. À un moment donné, ça se voit dans le regard de l'animal. Il n'y a pas de jouissance. Il ne fait plus ce qu'il aimait faire, de courir après l'écureuil, de se lever quand ça sonne à la porte, des petites choses simples comme ça. Il ne fait plus, mais il mange encore. Ah, ben non. Fait que là, on a des outils que je vais vous présenter. Aussi, ce qu'on peut inviter les gens à faire, c'est de regarder des vieilles photos de l'animal. Tu sais, genre, il y a 2-3 ans. Puis, ouh, là, tu peux voir vraiment où est rendu ton animal, de quoi il a de l'air, puis quel était ton animal dans sa vie lorsqu'il avait plus de plaisir. Il y a une application, il y a des applications pour tout. Il y a même une application qualité de vie qui s'appelle Grey Muzzle que vous pouvez télécharger, inviter les clients. C'est pas pour tous les clients. Il y a des outils pour tout genre de clients. Donc, l'application en anglais, Grey Muzzle, il y a des journaux de base. Ça, c'est un autre client complètement là, qui est là puis qui écrit aujourd'hui, il a mangé une demi-cuillerée de nourriture en canne puis 3 croquettes de sec. Puis elle va tout écrire ça, ça va y faire du bien à la madame. Il y a la qualité de vie de la famille. Donc, il y a des outils qui existent pour évaluer ça aussi. Celui que je dirais qui est pas mal pour monsieur, madame, tout le monde, c'est Est-ce que le moment est venu? Ça a été développé par l'Université d'Ohio. Ça prend beaucoup de choses en ligne de compte sous forme de questionnaire. Et nous, on l'a traduit en français. Et ensuite, il y a l'échelle de douleur BEEP que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est Est-ce que le moment est venu? De l'Université de l'Ohio. C'est juste pour vous donner une idée là, du genre de questions qu'on peut aller, qu'on va demander à la famille. Puis ça, ils vont faire ça à la maison, entre eux. Et puis, tu sais, perte de poids, mobilité, toilettage, tu sais, c'est... Puis, il n'y a pas de... Donc là, tu vas additionner là, les scores, mais il n'y a pas genre à 32, tu le fais euthanasier, puis à 35, tu le fais pas euthanasier. C'est juste pour que les gens voient où est-ce que ça s'en va, puis peuvent le faire plusieurs fois dans le temps. Ça ne coûte rien, tu imprimes ça, c'est 2 pages, tu donnes ça à madame, tu dis, regardez ça va l'aider à cheminer dans cette décision si difficile. Ça, c'est l'échelle BEEP. Ah, ça, là, parce que comprenez-vous, ce que je suis plus capable d'entendre, moi, après 21 ans, là, c'est, ben, il souffle pas, il pleure pas. Plus capable, plus capable. Fait que, il y a cette super échelle-là, qui a été faite par Dr. Cox. Elle est libre d'usage, vous pouvez la télécharger sur mon site web. C'est merveilleux parce que c'est le langage non verbal, c'est la posture, c'est le regard, c'est l'expression faciale, tout en détail, c'est vraiment très utile et ça existe pour chat également. Ça, c'est juste parce que j'ai trouvé ça récemment, j'ai trouvé ça intéressant. Ça s'appelle la trajectoire de maladie par Murray. Je ne suis pas sûre que vous ayez vu ça dans vos cours, ça vient de notre pendant médecine humaine. Donc, qualité de vie avec des maladies comme le cancer, la qualité de vie va se maintenir longtemps, puis elle va chuter rapidement. Quand on a un problème de médecine interne, ben, ça va aller, il va bien, il va pas bien, on le traite, il va mieux, il va comme ça. Puis sinon, ben, un animal qui n'a pas de problème particulier, on va pouvoir l'étirer vraiment longtemps avec une qualité de vie qui diminue graduellement. Donc, les gens perdent un petit peu la perspective à quel point ils sont rendus loin. Langage non verbal. Donc, ça, c'est quand on veut essayer d'annoncer des résultats de labo ou ce qu'on a trouvé à l'histopathe et tout ça, puis qu'on a quelque chose d'un peu touché à raconter aux clients. Important de juste prendre le temps de respirer avant de rentrer dans la salle. Parce que souvent, on court la journée, on n'a pas dîné, puis là, on arrive, il faut aller annoncer cette nouvelle-là. Donc, respirer avant, ça, c'est évident, vous saviez tout ça. Ce qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est, typiquement, au début, là, j'avais Céline ici. Là, il y avait la table de consulte, puis le client en arrière, comme ça. Là. Donc, aujourd'hui, il faut que je donne les résultats, puis c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Maintenant, ce que j'aime mieux faire, je vais aller de l'autre côté, puis je vais m'asseoir à côté de la personne, comme on le voit sur l'image du bas. Et puis, ça va me permettre, ça change le niveau. Souvent, ils sont assis sur la chaise, là, derrière la table de consulte. Fait que ça va vraiment juste rapprocher, ça va faciliter la livraison de la nouvelle. On peut ou pas avoir un contact physique. Puis on parle d'une main sur la main, une main sur le bras, sur l'épaule, whatever. Et puis, maintenir le contact visuel. C'est toujours winner. Comme vous voyez sur la photo d'en haut, ben, c'est la même personne, mais ce qui ressort de ça est totalement différent selon sa posture. Être empathique. Alors ça, c'est juste de démontrer. Empathie, c'est juste de laisser savoir que tu as une idée de ce que ça représente pour cette personne-là. Le verbatif réflectif, que l'on appelle, c'est plutôt du genre, tu vois, la personne est tendue, elle sait pas. C'est juste d'aller lui dire,
Vous m'avez l'air inquiet. Moi, j'ai l'impression que vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est une impression. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Tu sais, c'est le genre d'affaire qui fait rentrer dans la matière facilement. Là, elle va te parler, puis t'écoutes. Puis tu ne veux pas régler tous ces problèmes, tu veux juste écouter, prendre des informations qu'elle n'a pas pu te donner autrement. Et ça aussi, ce qui va faire beaucoup de bien aux gens, c'est de dire hey, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça avec leur animal, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, peu importe, mais souvent, ce ne sera pas tout seul, mais on aime tout ça, se faire dire qu'on est normal, on adore ça, c'est-à-dire que d'autres personnes font comme nous, donc pourquoi se priver de ça? C'est une petite phrase que vous faites sortir de votre poche, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. L'empathie, alors je trouve que le petit bébé, là, il monte bien. C'est juste, là, tu n'es pas complètement impliqué dans la peine. OK? Parce que empathie, sympathie, compassion, c'est tout mélangé, ces termes-là. Rapidement, je vous fais juste un petit cue là-dessus. Donc, empathie, c'est je vois où ce que tu es, je comprends. Sympathie, je partage ta douleur. Tu sais, genre, je peux avoir le moton et je suis affectée par ta peine. Puis la compassion, c'est que le compagnon, ensemble, je vais partager ta peine et je vais avoir mal. Et on essaie de ne pas se rendre là. De temps en temps, ça m'arrive. C'est rare, c'est rare. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Juste pour faire la distinction entre les trois niveaux, si on veut. Et quand on a des gens qui sont tristes, ben, on peut avoir de la peine, mais on n'est pas obligé non plus, parce qu'être triste, c'est pas être malheureux, c'est des choses qui arrivent. On a des mauvaises nouvelles, on est triste, c'est une réaction normale, on ne va pas rester pris là-dedans nécessairement. Les questions ouvertes, donc je pense que vous le savez, questions ouvertes, il y a des choix de réponse, questions fermées, ça se répond par oui ou par non. Donc, c'est important en question de fin de vie d'y aller de façon ouverte parce qu'on ne sait pas du tout le système de valeurs que la personne devant nous est là. Donc, on va lui demander plutôt que d'assumer. Ça, je trouve ça intéressant. Éviter pourquoi. Plutôt dire, avez-vous songé aux options? Mais pourquoi vous vous décidez pas? Ou pourquoi vous n'avez pas songé à ça? Pourquoi c'est tout le temps comme, je trouve une réponse. Pourquoi? Tu sais la réponse, mais tu l'oublies parce que tu te sens comme jugé. Donc, c'est plutôt, avez-vous déjà songé aux options? Comment vous voyez la situation? Tu sais, quand tu vois que sa qualité de vie n'est pas bonne, tu n'oses pas trop y dire en disant, mais pourquoi vous ne le faites pas traiter pour son ostéoarthrose? Il y a des médicaments, madame, pour ça, puis il y a des diètes, puis il y a des injections de carprophène, puis d'adéquant, puis pourquoi vous ne faites pas du laser? Mais tu sais, plutôt dire, comment vous voyez ça? Ah, mais moi, je trouve qu'il ne pleure pas, il doit bien aller. Tu sais, j'en ai affaire, ça ouvre la discussion. Et l'écoute réflexive à la fin de ce petit entretien-là, tu dis, bon, là, si je comprends bien, fait que vous résumez dans vos mots, là aussi, ça va permettre d'ouvrir la discussion. Plutôt que de juste résumer votre propos, vous résumez qu'est-ce qui s'est passé entre vous, puis sa perception, puis quelle est la prochaine étape à prendre. Bon, alors, 5 astuces. Préparer le terrain. Quand on entre dans la salle, évidemment, on fait une petite introduction. Bon, ce n'est pas des super bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, mais quand même, genre, on reste dans le présent. Tu peux, oui, mais tu vas pas dire, genre, ben oui, mais je vous l'avais dit qu'il fallait faire un test de profil gériatrique pour pas qu'il y ait d'insuffisance rénale. Hein? Ça vous souvenez-vous? Non, pas faire ça. Dire, on reste dans le présent. Ben, à partir de maintenant, ce qu'on pourrait faire, bon, accueillir le silence. Donc, des fois, on donne une mauvaise nouvelle. On n'est pas obligé de remplir, là. Tout de suite, je disais tantôt qu'on verbalise, mais on ne remplit pas toujours le silence, là. Le silence, c'est ça. Et ne pas être sur la défensive. S'ils nous attaquent, parce que oui, mais là, oui, mais on va juste laisser ça passer. Oui, je comprends que vous êtes frustré. C'est super winner. Non, mais je comprends que vous ne soyez pas content. C'est mieux que de dire, ben oui, mais c'est pas de ma faute, là. Il est trop tard, je ne peux rien faire. Non, je comprends que vous soyez fâché, je comprends que vous soyez de la peine. Ça, c'est assez bon. Et on donne l'information en petite quantité. Les gens sont, surtout quand c'est des mauvaises nouvelles ou en qualité de vie ou en euthanasie, c'est limité. Qu'est-ce qu'on est capable de faire comprendre aux gens? Des petites formules. Donc, quand on arrive à se dire que l'euthanasie serait probablement la meilleure chose où on en est rendu, tu sais, les gens, on dirait qu'ils ont toujours espoir que le chien d'autrefois va revenir, même si l'animal est en fin de vie. Mais on peut le verbaliser en leur disant, tu sais, le chien que vous avez connu, là, Poppy, là, ça c'est son nom, je ne voulais pas dire. Mais tu sais, on va dire Réglisse. Réglisse, que vous avez aimé pendant 18 ans, ne va pas revenir. C'est plus lui, là. Lui non plus, il ne se reconnaît plus là-dedans.
Un autre, on peut utiliser, c'est le meilleur est derrière lui. Dans le fond, là, quand on est rendu vraiment là, dans la fin de la courbe de Murray, là, euh, le mieux est en arrière. Euh, ça parle à beaucoup de gens dans mon coin. Pour qui est-ce qu'on le garde en ce moment en vie? Parce que comme je leur explique, souvent les animaux, on va les garder dans un milieu qui est fermé, qui est protégé, on leur apporte de la nourriture, on le garde un peu artificiellement en vie, mais pour qui on fait ça? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est lui qui a du plaisir à vivre comme ça, à avoir de la difficulté à se mouvoir, à être incontinent, ou c'est pour nous peut-être? T'sais? Moi, j'ai des clients qui s'appartent. Je vous encourage à focaliser sur la vie formidable qu'il a eue plutôt que sur ces dernières semaines. Ce que moi, j'ai vécu en pratique beaucoup, c'est que les gens, là, ils vont se tâter, là. Écoute, ça m'a pris du temps à comprendre ça, là, mais les gens, là, peuvent appeler pour une euthanasie, là, 4, 5, 6 fois. Ils appellent, là, l'animal va pas bien, il n'a pas passé une bonne nuit, il n'a pas fait toute la nuit, là, ensuite. Puis là, tout à coup, à 10 heures du matin, ça va mieux, là, il annule. Puis il joue comme ça, ce yo-yo-là, pendant des semaines, des mois, pour trouver le jour où ce serait le mieux de l'euthanasie, où il n'y a plus du tout d'espoir, il n'y aura plus de bonne journée. Là. Mais dans le fond, il faut peut-être focaliser sur les 17 ans de fun qu'il a eu. Il a vécu comme un roi. Il a géré la maison. Là, il est rendu en bas. T'sais, focaliser là-dessus et non sur la dernière semaine à vous triturer, à savoir si c'est aujourd'hui, demain, après-midi, matin, soir, en fin de semaine, lundi. T'sais. C'est comme, regarde, on le sait que ça va bien aller maintenant, puis qu'il va partir dignement et tout ça. Donc, c'est de s'assumer là-dedans. À partir de maintenant, est-ce que c'est possible que la situation s'améliore, vous pensez? Souvent, les gens... Ouais, non. Il y a peut-être besoin qu'on leur dise, parce que nous, on a notre expertise médicale à savoir si tu es capable de revenir réellement. La plupart du temps, quand on est rendu à discuter de ça, c'est non. Et si vous étiez à ça m'a tellement aidé que le chien de ma meilleure amie, là, Caniche Royal de 14 ans, qui était dans l'entrée, puis qui le virait de bord à toutes les 3 heures parce qu'elle était capable de se lever. À un moment donné, il fallait que je dise, écoute, là, si c'était toi, là, t'aimerais-tu ça que ton chien vienne te virer de bord à toutes les 4 heures puis qu'il te traîne pour aller faire pipi dehors? Tu penses que tu aurais du plaisir? Il a appelé. C'était cette phrase-là qui a fonctionné. Ça faisait 2 mois que je travaillais là-dessus. C'est ça qui a fait comme, ah, ben voyons donc, c'est sûr que je veux pas ça, moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout cela en aura voulu la peine. Quand les gens ils ont tellement de peine, puis là, c'est tellement souvent, ils vont dire, j'en aurais plus jamais. Là. Je suis tu là, vous pleurez de même, madame, parce que c'était tellement le fun. Vous avez eu tellement de plaisir que c'est normal que vous pleuriez aujourd'hui. Là. C'est juste comme, ça s'est quitté, c'est à la mesure du bonheur que vous avez éprouvé. Et aussi, quelque chose qui touche les gens, c'est quand on leur dit, mais ils vivent jamais assez longtemps. Tu sais, le chat de 24 ans, là, ils ont de la peine autant que quand il y a 4 ans. C'est une phrase qui va beaucoup résonner chez les gens. C'est que de toute façon, on ne veut jamais qu'ils partent. Donc, être là pour les familles. Je l'ai dit tantôt, juste de le mentionner. Pour nous, c'est évident. C'est écrit dans notre page, j'ai perdu mon chat que j'aimais, que j'avais depuis que j'avais 6 ans, puis que là, c'est tous mes secrets, tu sais. Mais pour eux, non, c'est juste comme, oh non, elle va me juger parce que je pleure. Puis, tu sais, où est-ce qu'on pleure devant quelqu'un qu'on connaît pas très bien? Tu sais, il y a juste chez le vétérinaire, quasiment. Donc, c'est juste leur dire, tu sais, là, j'en ai déjà perdu un, ou, tu sais, je vous comprends, ou... leur laisser clairement le choix, ça, je trouve ça important. Il y a beaucoup de pression sociale, comme quoi il faut absolument rester pour l'euthanasie. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas pour tout le monde. Hein? Il y en a que c'est important, parfait, soyez avec moi, pas de problème. Vous voulez être juste là pendant la sédation, quand il perd la main, vous partez, super. Vous voulez partir au début de la sédation, revenir quand il est décédé, pour juste le voir, parfait. On va faire qu'est-ce qui vous fait sentir bien aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est l'euthanasie. Vous allez dire au revoir à votre animal, on va faire qu'est-ce qui est le mieux pour vous, parce que chacun son bagage. Les valeurs ne se discutent pas. Tu sais, là, ça c'est bien, ça soit bien. Non, on ne peut pas discuter ça. Ce qu'on entend souvent, je ferai tout pour lui. Et mon chien, là, tu sais, ben oui, je sais, madame, c'est évident. Mais là, c'est vraiment le temps de lui montrer. Parce que prendre cette décision-là pour lui, c'est la fin de sa souffrance, c'est le début de votre souffrance. Donc, il y a un transfert, là, ou en tout cas de souffrance. Ça ne s'applique pas tout le temps. Mais c'est de dire, regarde, c'est vraiment une décision hyper déchirante. Donc là, c'est vraiment une opportunité de lui montrer à quel point vous l'aimez parce qu'il y a juste vous qui pouvez prendre cette décision-là pour lui. Ce qu'ils vont faire aussi, les clients, typiquement, ils vont idéaliser la mort naturelle. Comme dans un film, là, il se réveille juste pas, puis il est en boboule, puis il est tout bien, là, il est dormi dans son... Mais souvent, c'est pas le même. Il faut juste leur dire,
c'est pas facile toujours de mourir naturellement, puis il va manquer d'air, puis il peut faire des respirations agoniques, il peut faire des crises d'épilepsie, il peut avoir des sécrétions qui lui bouchent les narines, manque d'air. C'est pas... fait que là, il va penser à ça, ils peuvent pas y penser à ça, eux autres. Dans notre société, on n'est pas vraiment très près de la mort. Ça, c'est un outil que j'ai découvert il y a comme 20 ans. Je lis, à chaque fois, j'ai la même émotion. Je ne vais pas tout vous le lire. C'est un outil que je vous propose. C'est un poème que vous pouvez donner aux gens qui ont de la difficulté à prendre la décision. J'ai beaucoup de feedback des clients qui me disent hey, « une chance, tu m'as donné ça parce que je suis venue 2 semaines avant. J'aurais attendu parce que moi, je me sentais trop coupable. » La culpabilité, là, c'est le mot, là, culpabilité. Donc là, c'est que si la souffrance me tient en état de veille, c'est très fort. Ça. Je ne sais pas c'est qui a écrit ça, c'est formidable. C'est ça souvent. Ferais-tu ce qui doit être fait? T'sais? Et je t'en prie, accepte qu'il soit le temps. Fait que moi, je leur donne ça. Quand on commence à parler de fin de vie, je leur donne ça jusqu'à dire ça chez vous. Je le donne aussi à tous ceux qui viennent pour l'euthanasie, parce que je ne les ai pas nécessairement suivis. Des fois, ils arrivent juste comme ça. J'ai tellement de bonne réputation pour euthanasie, ça arrive de partout. Donc, que cet ultime geste envers moi est le plus grand et que toi seul peux m'épargner. Donc, le but, là, ici, là, j'ai parlé beaucoup, là, c'est d'essayer de convertir la culpabilité en sentiment de devoir accompli de propriétaire d'animal. Juste rendre l'appareil à notre animal. Le jour J. Alors ça m'a pris du temps, là, personne ne m'avait dit ça. On ne pèse pas l'animal le jour de l'euthanasie. Les gens prennent ça très mal. Donc, en tout cas, on ne pèse pas. Essayez de ne pas le peser. Vous pouvez guesser ça, là. Tu sais, les doses en euthanasie, là, la sédation, on en met plus que moins, puis vous êtes capable, là, ou quelqu'un dans votre équipe, peut-être au début, vous allez manquer d'expérience. C'est combien qui pèse? Un 60 livres, un 80 livres, un 40 livres, tu sais? Allez-y, là. Comme ça. Puis souvent, dans le dossier, vous l'avez aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont percevoir ça comme voyons, il vient pour son dernier. Ils ne comprennent pas, tu sais, que c'est des doses milligrammes par kilo. Ils ne savent pas ça, eux autres, là. Ils ne peuvent pas deviner ça. Ils ne sont pas médecins. Au lieu de dire, là, vous avez juste un petit formulaire à remplir, non. On dit, c'est juste à signer ici. Là. Ça dit qu'on veut euthanasier votre animal, qu'il n'y a pas mordu personne dans les 10 derniers jours. Oui, c'est ça. Regarde, juste là. Faites un grabouillis ici. Là. On essaie de réduire le stress. On fait payer avant, si possible, parce qu'après, la tempête émotionnelle est encore pire. Encore une fois, la réceptionniste, elle peut le dire, vous savez, j'ai déjà perdu un animal et tout ça. Et si possible, on le planifie ça en fin ou début de journée, c'est pour que les gens ne soient pas pris en pleurs avec tout le reste des gens qui viennent chercher de la nourriture. Là. Si possible, pas toujours possible. Structurer les étapes. Donc, vocabulaire simple, dans des termes positifs et qui vont aussi détailler comment ça se passe, la durée de chacune des étapes. Donc, adapter son vocabulaire à des gens qui ne sont pas médecins. Donc, un cathéter. Fait que là, on va y mettre un cathéter IV. Ils sont comme, j'ai dit, non, mais elle ne comprenait pas. Ils n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, on va dire, on va mettre un petit dispositif, on va mettre quelque chose dans sa veine, ça va nous permettre d'injecter. Et puis, ça, c'est une façon. Ensuite, j'entends ça tout le temps. Et là, j'ai mes enfants qui veulent rentrer dans la maison. En tout cas, on va les avoir à l'usure. Le sédationner. Et là, on va le sédationner. C'est pas un verbe, premièrement. Deuxièmement, les gens ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. On va dire à la personne, on va lui donner un calmant. Ah, ça marche. Calmant, ça a l'air le fun. Puis ensuite, on va donner une injection euthanasique. Qu'une idée, anesthésique, euthanasique, ils sont tous mélangés. Donc, plutôt, on va donner un anesthésique à dose trop élevée. Donc, c'est le même anesthésique qu'on va utiliser pour une chirurgie, mais on va en donner une dose trop élevé, puis là, il va vraiment s'endormir et ça va être la fin. Donc, aussi, au lieu de dire « Ah, ça, j'ai dit ça tellement d'années, là, il ne souffrira pas. » Non, non, vous allez voir, il ne va pas souffrir. Ben, c'est pas bon, ça. Il faut dire il va être confortable. Vous allez voir, là. Le calmant que je vais lui donner, ça contient quelque chose pour la douleur. Là, il va comme plus rien sentir dans son corps, il va être super relax, ça va être très bien. Je leur disais souvent, hey, vous prenez la bonne décision. Tu sais, vous prenez la bonne décision, c'est ça que vous devez faire. Non, il faut s'inclure là-dedans. Nous, on est le médecin, on est leur médecin, on est leur ressource, on est leur jugement, on est leur conseiller. Donc, vous savez que pour lui, aujourd'hui, nous prenons la meilleure décision. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour lui. Ça aussi, ça, je disais ça tout le temps. Hey, 16 ans, mais c'est un bel âge, hein, votre golden à 16 ans. C'est un peu poussé, 14 ans. Mais non, c'est pas ça qu'il va entendre, vous dire, hey, c'est jamais assez long. De toute façon, ils partent toujours trop tôt. Donc, vous le saurez,
lorsque le moment sera venu. Hey, ça, c'est pas bon, là. J'entends ça tout le temps. Non. Il faut plutôt dire, c'est très difficile pour vous de juger du moment, de décider de ce moment-là. Donc, nous, on est là pour ça parce que nous, on a la connaissance et on a la perspective. Appelez-nous lorsque vous serez prêts. Ils n'appelleront pas, tu sais, parce qu'ils ne seront pas prêts. On n'est jamais prêt à emmener son petit ami, son enfant, se faire euthanasier. C'est pas quelque chose que... Ben, je veux dire, c'est pas, je dis jamais, mais de manière générale. Donc, on va plutôt transformer ça. Appelez-nous quand vous voulez en parler. On est là pour ça, puis nous, on veut avoir des bons conseils à vous donner. N'ayez pas peur de nous appeler. On comprend que c'est une décision délicate. Vous ne pouvez plus rien faire pour lui. C'est déprimant, ça. On va plutôt dire, vous avez fait un travail incroyable, mais là, on est arrivé au bout du chemin. On ne peut plus rien faire. Ce qu'on peut faire maintenant pour lui, c'est de le laisser partir avec dignité. Là, le client, souvent, il va dire, ben, je veux pas prendre la décision. Ben non, c'est ça, mais on va la prendre ensemble. Moi, là, je vais vous donner mon opinion. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour votre animal dans le contexte. Mais je voudrais qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille pas. Hey! C'est ça, l'euthanasie. C'est pas merveilleux? C'est ça qu'on va faire, là. On va l'endormir, comme si on faisait une chirurgie. Il va juste pas se réveiller. Je voudrais une mort naturelle. Oh, attendez, là, la nature n'est ni rapide ni sans douleur. Okay? Son état actuel n'est pas naturel. On le garde artificiellement en vie dans des conditions qui sont pas du tout comme dans la nature. Donc, ça peut être des bonnes façons de... ils n'ont aucune idée. Donc, c'est ça qu'il faut partir avec ça, là. Ils n'ont aucune idée comment ça marche. Puis même si on dit, non, moi, j'ai fait euthanasier plein d'animaux, mais c'était pas avec vous, puis c'était pas dans votre clinique. Donc, il faut quand même il faut encore revisiter toute l'expérience pour que, excusez, on change mon ordi, qu'il soit bien orienté selon vos façons de faire dans l'établissement où vous travaillez. C'est pas grave, mets ton cube Rubik sur la table à pique-nique. Non, tu peux pas rentrer. Il y a un cube Rubik qu'il faut que... Alors, c'est ça. Donc, ils ne savent pas au niveau de la durée parce que selon les établissements, on va utiliser différents protocoles de sédation ou pas de sédation, ça existe encore. Un vétérinaire sur 4, genre. 3 sur 4 vont prendre une sédation, 1 sur 4. Puis là, les sédations, ça varie beaucoup dans ce que ça donne sur l'animal. Donc, la réaction sur l'animal, est-ce qu'il va perdre l'équilibre? Est-ce qu'il pourrait avoir des nausées? Est-ce qu'il va être complètement est-ce qu'il va perdre le contact avec la réalité? Est-ce qu'il va tomber sur le côté? Est-ce que la langue va y sortir? C'est d'y expliquer un petit peu de quoi va avoir l'air l'animal selon votre protocole. Les étapes, on va les parcourir. Et ce qu'ils peuvent faire, ça, des fois, on pense qu'ils savent qu'ils peuvent donner un petit bisou à leur animal ou lui parler. Ils ne savent pas ça. Fait que là, ils ont peur des réactions. Encore une fois, qu'on leur dise, ben non, faites pas ça! Vous ne pouvez pas lui donner un bec, là. C'est pas possible. Donc, c'est juste ça, c'est de leur spécifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez parler, vous pouvez le toucher. Structurer, donc, les questions à leur poser. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience? Oui, comment ça avait été? Ah non, pas bien. Okay, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Comme ça, on s'adapte. La sédation, donc les réactions, bien sûr, on va le faire tantôt. Est-ce qu'ils veulent rester avec l'animal tout le long? Ou est-ce qu'ils peuvent potentiellement vouloir quitter puis revenir après? Ou juste partir après la sédation? Et on va donner une injection dans la veine. Après le décès, il va avoir l'air de ça, donc ses yeux vont rester ouverts. Possiblement, il va y avoir des fuites d'urine. Et vous allez ressentir une cascade d'émotions, une boule d'émotions. C'est normal, vous allez voir. Tu sais, là, si vous ne sentez pas mal, vous êtes juste comme tout le monde, OK? Et ensuite, vous allez pouvoir vous recueillir un petit peu avec lui. Donc, la première étape, la sédation, c'est un calmant. Ah non, c'est ça, les 4 étapes. Le calmant, l'injection dans la veine, le décès, le recueillement, je radote. La sédation, donc la réaction physique, fait que surtout sur les petits chiens, là, mais c'est important d'aller dire... mais tu sais, c'est possible qu'il fasse un petit « Wouh! » Juste pas parce que ça fait mal, c'est juste qu'il ne prend pas de chance. Tu sais, c'est un peu nerveux, hein, clinique, hein, vous savez comment il ne prend pas de chance. Ça, parce que ça, souvent, ça fait mal à la personne. Elle a l'impression qu'elle a autorisé quelqu'un à faire mal à son animal les dernières minutes de sa vie. Donc, leur dire que c'est une réaction de protection et non de douleur. Le délai d'action, selon ce que vous utilisez, là, selon si c'est un chat ou un chien, bien, vous adaptez ça. L'effet sur l'état mental et aussi que ça élimine la douleur. Ça fait vraiment du bien. Ça fait pas longtemps que je viens d'intégrer ça dans mon spill. Ça aide vraiment.
Et on donne la sédation. Idéalement, il va y avoir quelqu'un de l'équipe qui va être là tout le long du processus, mais moi, dans la pratique, ça existe, ça n'arrive pas. Mais à ce moment-là, je vais leur dire, écoutez, s'il y a quoi que ce soit, je vous laisse. J'ai donné la sédation, ça va prendre 15 minutes. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites juste vous manifester, on va venir vous voir. C'est important de dire ça, c'est juste des petits détails de même. Donc, ensuite, il va y avoir une injection dans sa veine. Ça c'est très, très rapide. Moi, ce que je leur dis, c'est en dedans d'une minute. Parce que tu dis 3 secondes, là, ça va être le cas qui va prendre 15 secondes, une demi-heure. C'est moins d'une minute, c'est très rapide. C'est pas un poison. Là. Il y en a qui pensent que c'est de la strychnine, puis qu'on va faire des comme ça, là, mais tu dis non, c'est vraiment un anesthésique qu'on prend, là, comme si on allait y arracher une dent. Là. Moi, le pentobarbital, là, quand j'ai commencé en pratique, on utilisait ça. En passant, très étonnée de ça, là, mais le barbiturique qu'on utilise est utilisé en pédiatrie en anesthésie. Donc, c'est réellement, c'est pas de la bullshit, hein, c'est réellement un anesthésie qui est utilisé en médecine humaine et même en pédiatrie. C'est juste que les doses sont différentes. Donc, moi, des fois, je vais me permettre une petite fantaisie pour détendre l'ambiance. Je vais dire, écoute, tu vas partir comme une rockstar. Tu vas faire une overdose de drogue comme Purple Rain, là, puis Michael Jackson avec du Propofol. C'est comme, bon, des fois, ça marche, pas pour tout le monde. Donc, leur dire, vous pouvez y parler, vous pouvez le toucher, vous pouvez pleurer, là, vous sentez pas mal, là, on le sait, là, que ça fait, tu sais, là, dites bye-bye à votre bébé, là. Donc, le décès, ça, là, écoute, les yeux ouverts, il ne faut pas passer à côté de ça. Après 20 ans, moi, je calcule, j'ai fait comme 4000, 5000 euthanasies. Là. Maintenant, dire que les yeux restent ouverts, là, mais il ne faut pas l'oublier. Puis je l'ai déjà oublié. Mais sinon, c'est comme, oh, regarde les yeux ouverts. Eh bien oui, c'est super, tu sais. Mais non, il faut toujours répéter ça. Qu'il va y avoir potentiellement des respirations saccadées. Puis, juste avant, ça, là, selon les protocoles que moi j'utilise, j'ai plus ça, des réactions saccadées. Mais il y a certains protocoles que ça va faire ça. Et donc, les sphincters, non, il ne faut pas dire sphincters. Donc, il est possible que ça se relâche. Toujours besoin de dire ça se relâche. Et puis là, ben, il va peut-être avoir des l'urine et tout ça. Tu peux juste dire que ça se peut qu'ils se relâchent, les gens inconvenants. Et on ne va pas y aller dans toutes les affaires qui pourraient arriver, puis ça ne finira plus. Mais vous, avec des bons protocoles, il ne se passe rien de ça. Mais quand même, en coquille, je vous ai mis des petites réponses là, pour avoir de l'inspiration. Des fois, là, quand ils font des respirations agoniques, surtout des animaux très âgés, là, à la fin, là, il va faire comme ça. Bon, préviens pas pour rien, mais si jamais ça arrive, tu te dis, ben, ça, c'est un spasme du diaphragme, là, comme le hockey. Là, OK. Ça les aide. Et puis, des fois, il va y avoir des fasciculations musculaires aussi. Ça, tu peux expliquer ça en disant que c'est de l'activité électrique qui reste dans son corps, puis toutes les parties de son corps s'éteignent à des rythmes différents. Ça, d'habitude, j'aime ça. Après, donc, leur dire ce qu'ils vont voir, l'animal va être inanimé. C'est comme s'il va être en train de dormir sur la table, puis vous, à ce moment-là, c'est possible que ça vous donne une grande envie de pleurer, c'est normal, laissez ça venir. Il faut que ça sorte. Et puis après, moi, je leur recommande de rester quelques minutes avec moi. Au début de ma pratique, les gens, là tu constates le décès, il est parti. Il n'y a plus de battement cardiaque. Plus de pleurs. Ça leur fait tellement mal. Ils se sentent mal d'être avec moi. Puis là, ils partent à courir et s'en vont dans leur voiture. Je suis comme, OK, faites attention, bye. Hein. Mais maintenant, je leur dis, écoutez, je sais, là, vous avez beaucoup de peine. Je vous invite à rester avec moi quelques minutes. Puis là, je disais, il était-tu beau? Mais il nous a-tu fait rire, ce chien-là? Mais aussi que vous l'aviez trouvé. Là, je pose des questions. Puis là, il faut comme, oui, tu sais, je l'ai trouvé dans la ditch la veille de Noël. Puis là, ils partent. Puis là, whoop, t'as coup, là, je veux pas qu'ils oublient leur peine, mais ça permet une transition versus les laisser partir, pleurer dans leur voiture tout seul. C'est ça. C'est quelques minutes en plus, c'est juste comme... C'est en bas de 5 minutes. Comme je leur dis, là, quand là, tu vois qu'ils sont à vif, là, ils pleurent, je leur dis, mais tu sais, là, le pire, il est derrière vous. Là. Ça, c'est une peine qui est saine. Vous perdez votre ami. Et ça faisait des semaines que vous vous demandiez, oui, non, je suis fin, je suis pas fin, je dois-tu, je dois-tu maintenant, puis ils sont épuisés. Donc, comme je dis, là, laissez-les pas s'enfuir, suggérez. Hey, moi, si vous voulez, là, vous pouvez rester avec moi quelques minutes. Puis là moi, je trouve que ça a bien été. Vous? Puis là, non, il est chanceux. Quand je pense à ça, là, ça avait plus de bon sens. On a vraiment bien fait ça, puis je suis vraiment libérée, je me sens bien. Puis là, tu sais, il verbalise. Voilà. Après ça, j'ai tellement fait ça souvent. Tu sais, on est habitué après d'autres consultations de dire, en tout cas, ben, bonne journée! Hein? Non. On dit bon courage, faites attention à vous, là, hein? Puis donnez-nous des nouvelles. Ça, c'est bon, donnez-nous des nouvelles.
pas une journée, on essaie de le retenir à l'intérieur parce que ça va pas être une super cool journée, même si l'euthanasie a été comme un rêve. L'injection IV, moi, ça fait que j'ai ça maintenant. Je me suis... En tout cas, ça m'a pris du temps à comprendre ça. J'ai eu comme un éveil à un moment donné. Je me suis dit, pourquoi j'injecte en avant dans l'encéphalique, tu sais, que je suis dans la bulle du chien. Le chien haït ça. Je suis dans la bulle de la personne parce qu'elle veut être dans la face de son chien. Pourquoi je vais pas en arrière? Et donc là, ça a été comme un éveil merveilleux. Et donc, on utilise, je vais vous montrer ça tantôt, là, mais là, on est comme, nous autres, entre nous, derrière, l'équipe vétérinaire avec ma technicienne de rêve, on est bien, on fait une injection, on contrôle, on n'est pas stressé. La personne est en avant, elle pleure, elle donne des becs. C'est super. C'est super. Chat-chien. Après ça, si ça ne va pas, là, tu peux aller en avant. Là. Avertir en veine d'injecter. Donc, nous, on est prêts de notre côté. Est-ce que pour vous, ça va? On pourrait commencer notre injection? Mais c'est important de le demander. Essayer de dissimuler la seringue. Ça, au début, quand j'ai lu ça, je disais, come on, on pas virer fou, là. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde pour qui, là, la vue de la grosse seringue, surtout sur un gros chien, là, ça va être traumatisé. Fait que, il y a moyen là, d'aller juste la dissimuler avec votre main, avec un drapé. Juste votre... Ça va venir avec le temps. Là. Pas la première fois, là, mais à terme, vous pouvez penser à ça. Donc, ça, c'est juste un petit aide-mémoire parce que des fois, on court la journée, on est stressé, whatever. On peut juste oublier. Puis là, on va se demander si on a tout, ça va nous stresser. On peut avoir une petite liste juste pour être sûr. OK, mon autorisation est signée. Qui n'a pas oublié une fois l'autorisation dans sa carrière? Tu vas l'oublier à un moment donné. Mais si tu as ça, tu fais comme, ah oui, check, check, check. Dose supplémentaire. Moi, j'aime bien avoir une dose d'extra en coque parce qu'il y en a tout le temps un, à un moment donné qu'il ne prendra pas la dose par kilo, il va en prendre plus pour plein de raisons métaboliques ou individuelles. Donc, plutôt que de dire, j'ai déjà fait ça, mais ce ne sera pas long, je vais revenir. Tu t'en vas, tu cours, tu aller chercher la dose. Hey, voyons donc, amène ça avec toi. Là. Même moi, je prends la bouteille maintenant avec moi. Pas de problème. Et puis, je mets ça dans un petit, pour ne pas le nommer. Et donc, des aiguilles de plus, des papillons, toute la let's go, la tondeuse, des Kleenex, puis éteins ton téléphone. Phlébologie, il me reste 1 minute. Donc, la phlébologie, c'est ça. C'est juste là, quand j'ai découvert ça, la veine fémorale chez le chat, c'est merveilleux. Tu sais, en aspect médial, super facile pour la contention. On est en arrière. Elle est très belle. Ça, moi, c'est ce que je prends tout le temps. La veine céphalique accessoire chez le chien, donc on a moins besoin d'aller faire la torsion latérale pour aller attraper la céphalique. La céphalique latérale, elle est là. Il y a la veine dorsale podale sur les grands chiens, donc sur le membre postérieur que vous allez pouvoir utiliser parfois. Moi, ma winner, c'est la saphène latérale. J'adore ça, ça va très, très bien. Donc, juste pour vous dire que ça existe, parce qu'il y a personne qui me l'avait dit. D'autres techniques, on ne rentrera pas dans les détails, mais juste pour vous dire que ça existe. OK? Puis moi, maintenant, là, j'utilise beaucoup ça chez les exotiques. L'intrapéritonéal, ça va super bien. Intrarénal chez les vieux chats d'insuffisance rénale, toutes secs qui n'ont plus de veines, là, merveilleux. OK? Mais juste pour vous dire que ça existe, vous irez chercher les informations. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt, détourner le focus quand on est au climax de l'émotion, là. Juste de dire, hey, il a dû vous faire tellement rire, ce chien-là. Il y a tellement de personnalité. Pourquoi vous l'avez appelé de même? Il y en a un, moi, c'était Money Pit. Pourquoi vous l'avez appelé Money Pit? Des choses comme ça. Je pense qu'il faut prendre une pause. Comment que je dirais ça? Est-ce que vous voulez que je prenne une pause ou ouais, on va prendre une pause et puis on va revenir à donc 4 heures, n'est-ce pas? Donc, à tout à l'heure, ça va être ça notre prochain segment. Non, c'est pas ça. Il faut que je fasse quoi? Arrêter la vidéo. Bon, je pense que c'est reparti. Et oui, donc, partage d'écran est en pause. Non, on va reprendre le partage et voilà.
Hey, hey, il y a même quelqu'un qui est arrivé pendant la pause. Bonjour. Donc, les petites attentions, on va continuer avec ça. Je vais juste être sûre, là, tout va bien. Oui. OK. Alors, les petits. Y a-t-il quelqu'un qui veut me faire coucou que vous m'entendez bien? Parce que là, je souffre d'insécurité. Dans le petit conversé, là. Quelqu'un qui m'entend? Quelqu'un? Ça fonctionne. OK. Hey, wow, tout en même temps, c'est super. Ouh, ça fonctionne, on entend, coucou, super. OK. Donc, les petites attentions. Donc, comme je vous disais, si on fait rien, si on fait une euthanasie médicale, on va perdre un client sur 5. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais voir comment certaines cliniques s'arrachent les clients, c'est significatif. Et puis aussi, pour nous, c'est pas agréable. Donc, si cette chandelle est allumée, je pense que vous avez déjà vu ça si vous avez visité des cliniques. Donc, c'est tout simplement un lampion qui est mis à la réception, qu'on va allumer lorsqu'il y a une euthanasie qui est réalisée. Ça fait savoir à tout le monde que c'est ça qui est en train d'arriver dans une des salles. Donc, ça va inviter les gens à être un peu plus discrets. C'est nono, là, mais s'assurer qu'on a des mouchoirs dans la salle. Ça m'est déjà arrivé que la boîte était vide. Un contact physique. Donc, c'est pas obligé d'être un gros câlin, un gros... Ah ben, surtout en ce moment, excusez, je suis formatée. Mais si un jour on peut se toucher de nouveau, c'est vraiment juste là, une petite main sur l'épaule, sur la main, sur le bras, au choix. Là. Mais il y a juste comme... Il y a quelque chose qui opère et qui va aider. Et donc, aussi, consultante en deuil, ça, pendant des années, je ne savais pas que ça existait. Maintenant, on en a deux. On en a une au Québec qui s'appelle France Carlos. L'autre, Lynn Pion, elle écrit des livres, elle a un blog, mais elle ne fait plus de consultation. Mais France, là, elle fait des vidéoconférences où elle est basée à Montréal, ça peut être en personne aussi. Mais juste leur dire que ça existe. Sinon, il faut qu'ils devinent que ça existe, puis c'est pas nécessairement évident. Donc, les gens vont trouver ça très délicat de votre part de juste dire, vous savez, si jamais vous sentez que vous n'en sortez pas de cet état de deuil, bien, souvent, ces personnes-là, en 2 consultations maximum, ils vont régler ça. D'ailleurs, j'ai une cliente à moi, super bonne cliente, elle a tout fait, the dream client, elle était dans des centres de référence, amputation, chimio, name it, là. Je l'ai vue à 2 semaines après, elle ne sortait pas là, de cet état-là, elle était comme en déprime, mais c'était rallongé. J'ai dit, t'as déjà pensé à aller voir une consultante en deuil? Elle me dit, ben non, ça. Écoute, elle dit, je suis allée voir un psychologue, je voulais pas régler les problèmes de mon enfance, je voulais juste comme me sortir du fait que j'ai perdu mon grand ami chien. Puis elle dit, cette madame-là, là, en une fois, c'était réglé, puis j'ai pu passer à d'autres choses. Hey, c'est-tu pas merveilleux, ça? C'est-tu pas une occasion de marquer des points où est-ce que personne d'autre y avait pensé? C'est ça qui est bon. Une housse mortuaire adaptée, donc c'est la section placement de produits. Non, ben, tu sais, le tabac, qu'est-ce que tu veux? Ça peut amener vraiment un plus pour les clients, qu'ils soient présents, puis qu'on leur demande, voulez-vous être présent lorsque je vais mettre votre animal dans une housse mortuaire adaptée et non comme dans un sac de... Non, voulez-vous être là ou pas? Bizarrement, beaucoup de gens vont vouloir être là et fermer le zipper, comme je vous ai dit. C'est comme une symbolique très puissante et ça les rassure sur ça va être le quoi, le reste du processus parce qu'ils ont entendu plein d'affaires bizarres sur des crématoriums. Alors là, ils font comme, ben là, c'est une housse de même, le reste, ça devrait marcher. C'est un peu ça l'idée là-dedans. Aussi, ils peuvent personnaliser la housse. Et ça, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, faire ça. D'ailleurs, on a eu un post sur Instagram de quelqu'un qui a posté ça, la photo de son tabac, avec tous les membres de la famille qui avaient signé sur la housse. Écoute, tu sais, pourquoi pas? Hein? C'est tellement difficile que si on peut faire plus. Oups, c'est pas ça. J'essaie de changer ma... Ouais. Donc, d'autres façons de faire la différence, comme on dit, il laisse des empreintes sur nos cœurs, ben, c'est de faire des empreintes. Moi, j'aime beaucoup les empreintes. On s'amuse comme des fous à faire ça. Il y a une personne dans notre équipe là, qui est vraiment bonne là-dedans, puis qui aime le faire, puis qui veut le faire. Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'en a pas eu d'empreinte de son chien quand il est mort, son chien de son adolescence, son premier chien qu'elle a perdu à son entrée dans la vie adulte. Puis fait que là, elle, là, je te dis qu'elle part avec son pad, là, puis elle te fait des empreintes incroyables, incluant des empreintes de nez chez le chat. Ça, c'est vraiment une empreinte qu'on a. Ces deux, on les a fait à la clinique. Ça coûte rien, ça prend du temps. On peut en faire plusieurs exemplaires. S'il y a plusieurs enfants dans la famille, ça prend pas de place. Tu sais. Il y a beaucoup d'empreintes aussi. Il y en a qui font des empreintes avec de l'argile. Pour moi, le mois, là, tu sais, ça ramasse la poussière. Moi, j'aime pas ça. Des clients, je comprends qu'ils aiment ça, mais moi, j'aime beaucoup
Puis en plus, il n'y a pas de frais supplémentaires. Puis après ça, on va les mettre on fait sur une feuille à part, puis on l'inclut dans la carte de condoléances qu'on va envoyer 3 à 5 jours après. Parce que on fait tout ça, les phases de deuil. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire les phases de deuil, mais c'est là que potentiellement, ils vont commencer à se dire que c'est peut-être la faute du vétérinaire. Peut-être c'est là qu'ils vont trouver quelqu'un sur lequel jeter leur peine, puis ça va être le vétérinaire qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, puis qui n'a pas trouvé la maladie, puis qui n'a pas trouvé le médicament pour le sauver le chien. Fait que là, quand ils reçoivent une carte au 3e, 5e jour, ils vont comme « Ah, mais donc, ben fin! » Les gens, c'est fou. Moi, au début, là, je trouvais que c'était too much un peu la carte. Ben, sinon, ça ne venait pas où chercher. Quand j'ai perdu mon père, j'ai reçu des cartes de Madame Chose sur le rang, puis ça, j'étais comme « Elle est ton bien gentil! » Ça fait du bien, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde le fait, ça, mais c'est ne pas trop attendre. Quand tu reçois la carte après 2 semaines, tu es en train de t'en sortir, là, ça n'a plus trop rapport à essayer de faire ça. Tôt, faire signer tout le monde, faire signer les gens d'avance, toutes les cartes, puis ensuite vous la personnalisez pour cette personne-là. Ça va avoir plus d'allure parce que sinon, c'est toujours de « mes choses est en vacances, elle n'a pas signé la carte, c'est pour ça qu'on ne l'a pas envoyé. » Non, il faut envoyer ça pour que ça arrive de 3 à 5 jours après le décès. Si on a le courage de le faire appeler, là, pour certains clients, c'est vraiment winner. Ils n'en reviennent juste pas qu'on est assez gentil de même. Puis on peut apprendre des choses, puis on tisse un lien. Un autre truc tendance, là, que je trouve fun, que je trouve, c'est le don au nom de l'animal. Donc, au refuge, refuge FMV, refuge n'importe quel, planter un arbre. On peut faire tous ces genres de choses-là qui sont délicates et qui font la différence, qui font que ils vont dire, mais non, ils sont trop gentils dans ce clinique-là, là, je ne peux pas y retourner même si j'ai de la peine parce qu'ils sont trop hot. Sur la facture, j'ai vu ça, moi, merci, euthanasie, 450 $. Hey, merci. Non. Sur la facture de nos condoléances, ça se programme très facilement, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on fait. Rapidement sur les enfants, en bas de 3 ans, l'enfant n'a pas de notion de mort, il est agité, il va juste compliquer le processus. Si on essaie de faire comprendre délicatement à la famille qu'on aimerait mieux qu'il n'y ait pas d'enfant, ça se fait parce que c'est assez challenge pour vous, vous n'avez pas besoin d'un enfant là, qui vous tourne autour et qui vous bourdonne. De 5 à 10 ans, souvent trop jeune, à mon avis, pour être là durant l'euthanasie parce qu'il peut arriver plein de choses. On souhaite qu'il n'en arrive pas. On ne sait jamais. Il y a des interprétations de ce que les enfants peuvent faire. Moi, ce que je recommande, je trouve que ça marche très bien, c'est de dire, regarde, va colorier la housse, va lui faire un dessin, va lui écrire une lettre, tu vas revenir après lui dire bye-bye quand il va être décédé. Ça marche très bien. Puis là, vous sauvez du trouble. Utilisez les bons mots avec les enfants. On va vraiment dire, ça y est, Poupou, il est décédé. Et non, il est endormi. Vous allez voir, les enfants, ça peut avoir des problèmes de sommeil. Donc, quand tu dis qu'il s'est endormi, le chien ne s'est jamais réveillé, ça peut le perturber. On ne dira pas non plus qu'il n'est plus là. Ah, pardon, on va dire qu'il n'est plus là, plutôt que de dire qu'il est parti au ciel. Parti au ciel. Puis là, après, ils se font plein d'idées. Quand il pleut, ils ont peur que le chien tombe, ça fait de même. Et se gréer d'un livre sur le deuil à la clinique, puis le donner aux enfants ou aux parents pour qu'ils lisent ça avec les enfants, c'est très, très délicat. Il y en a un très bien, ben d'ailleurs, ils sont là. When Friendship Lives Beyond the Stars est disponible en français. C'est une vétérinaire ontarienne qui l'a écrit. C'est très bien fait. C'est tous des bons livres. Le dernier aussi, One Brave Boy and His Cat, c'est un vétérinaire qui l'a écrit. L'enterrement. Alors là, c'est vraiment une question de responsabilité, là, déontologie. Il faut les renseigner. Là, en ce moment, au Québec, là, les gens laissent partir des gens avec des animaux pour les enterrer, qui ne savent pas du tout quoi faire. Ils ont vu ça dans un film, ça a l'air le fun, ça a l'air beau, c'est mélancolique, mais l'enterrement, c'est tout un kit. Donc, il y a une fiche client sur Eutabag pour renseigner les clients quoi faire. C'est interdit, donc les guidelines ont été prises du MAPAC pour des animaux sur une ferme, mais au moins, ça va vous en décourager une couple, puis ceux qui vont le faire, mais vont le faire un petit peu mieux que si vous n'aviez pas donné de conseils, de guidelines, de lignes directives. Ici, la photo, c'est un cimetière pour animaux de Chicago. Très, très beau. J'utilise juste des tabacs. Autorisation. Donc, normalement, ça prend l'autorisation du MAPAC, ça prend l'autorisation municipale. On s'entend que personne ne va les chercher. Ce que je dois vous dire maintenant, par contre, c'est qu'il y a un cas, il y a un voisin qui a dénoncé son voisin qui est en train d'enterrer son chien à Chambly. Une amende, une affaire comme plus de 1 000 $, une grosse amende. Donc, ça, maintenant que je sais ça, il faut que je vous le dise. Alors, laissez-les pas partir comme ça. C'est un danger pour la vie sauvage. Il y a une question de profondeur, question de type de sol. Moi, j'ai eu un client, je dis, tu sais, ça l'a enterré ça, là. Ah, dans le pit de sable. Je dis, non, là, tu ne peux pas faire ça dans un pit de sable, ça va percoler, puis il y a quelqu'un qui va le déterrer facile. Ah, non? Ah, OK, crémation privée. Donc, on les informe, finalement, c'est mieux pour tout le monde. Et madame âgée qui veulent l'enterrer des Golden. Je dis, madame, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas capable. Hein?
sais. Donc, c'est juste une question de renseigner, pas les laisser puis dire « Ah oui, super, OK, bye ». C'est une obligation déontologique. Aussi, il faut que ce soit loin d'une prise d'eau. Si les personnes vendent leur propriété, il faut qu'ils le déclarent. Aussi, il y a un cas qui a été perdu. Plein de chats dans le jardin. Ils se sont rendus compte de ça. Ils ont poursuivi le vendeur pour vice caché. Alors, c'est un meilleur service pour eux. Crémation privée, cimetière Alouette. Le crématorium. Alors là, le crématorium. Écoute, moi, là, ben, je vais vous le dire tantôt, c'est une slide après. Là. Mais avant, je trouvais ça vraiment important d'aller visiter ça vous-même. Les gens, ils se fient à vous pour envoyer leur animal à la crémation. Ils se disent, si ce vétérinaire-là, il me recommande d'aller là, ça doit être super bien. T'sais, il est allé, c'est de quoi il parle, il connaît tout, il est super hot. La majorité des... Il y a d'habitude, là, un vétérinaire sur 10 qui a déjà été dans un crématorium. Essayez d'y aller. C'est important. Ça fait partie de vos responsabilités, de vos... Puis là, l'AVMA vient de donner ses lignes directives, là, puis ils disent qu'à tous les 2 ans, le vétérinaire doit visiter le crématorium. Ça, c'est encore le crématorium à Chicago. C'est nickel, c'est super. Les crématoriums ici au Québec sont super aussi, mais il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Moi, comme ça me permet de dire aux gens, écoute, moi, là, je suis déjà allée, là. Je les connais, les gens. Oh. Sinon, ils se disent, il va-tu vraiment là? Il y a eu plein d'histoires d'horreur dans le passé, là, puis ça reste longtemps dans la mémoire. Et aux États-Unis, il y a eu une grosse histoire d'horreur récemment aussi, donc ça hante les gens. Idéalement, c'est de dire aux gens d'aller visiter les sites web. Quand on parle de fin de vie, vous savez, vous pourriez aller visiter le site web, comme ça, ils vont pouvoir choisir. On ne sait jamais, les gens, s'ils veulent des objets, pas d'objets, l'empreinte de patte, un bijou. Pourquoi on ne le fait pas avant? T'sais? Plutôt qu'au comptoir, là, avec du monde qui achète de la nourriture en arrière. Voulez-vous une urne en bois? Voulez-vous la plaque gold ou en argent? Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. C'est stressant pour les vétérinaires, c'est stressant pour tout le monde. Et donc, c'est un meilleur service de leur dire, regarde, il y a un beau site web, c'est super, là, ils ont plein d'options. On ne peut jamais deviner ce que les gens vont vouloir. C'est vraiment des partenaires, sont super. Là, puis ils ont quelqu'un qui va répondre au téléphone. Si vous dites aux clients, mais vous pouvez appeler aussi. Ils vont tous leur expliquer la crémation privée, individuelle. Nanana, ils ont quelqu'un qui attend pour parler au téléphone. Donc, pourquoi se priver de ça? On va juste donner un meilleur service. Donc, c'est ça, les nouvelles guidelines. Donc, le vétérinaire is accountable for the aftercare provider and they should familiarize themselves with... C'est ça. Donc, c'est génial. Ça fait des années que je dis ça. Aussi, il faut s'assurer que le crématorium manipule l'animal avec dignité. Ben, c'est plutôt préserve sa dignité et le manipule avec respect. Donc, également, encourager la planification avant le jour J pour que les gens puissent vraiment communiquer ce qui est important pour eux, leurs préférences. Et donc, on a un guide aussi sur notre site web sur pre-planning. La première fois que j'ai vu ça, je disais, come on, des pré-arrangements pour animaux. Là, mais non, c'est super. Ça vous enlève un paquet de poids, de discuter. Puis les gens, au moins, ils veulent quelque chose, mais ils vont pouvoir en parler puis ils vont l'avoir. Sinon, comme ma petite copine Stéphanie, elle n'a pas pu l'avoir l'empreinte de pâte, puis ça l'a brimé, si on veut. Elle n'a pas eu un bon service. Voilà, des livres. Donc, ça, là, ceux qui désirent un jour faire des euthanasies à domicile, super. In-home pet euthanasia. Pendant que je lisais ce livre-là, l'auteur m'a contacté. Ça, c'était pas mal cool. Et super. Elle donne aussi une formation qui va donner 8 heures de formation théorique et 2-3 heures de labo. Super. Elle a aussi écrit le textbook sur l'euthanasie. Et ça se prend en ligne aussi, le CATA, Companion Animal Training Academy. C'est elle donc, qui a développé la formation au niveau des injections au niveau des organes. Des ressources pour l'équipe, donc des protocoles de sédation, injectable, oral, comment enterrer un animal, la fiche client, des textes pour carte condoléances. Des fois, on ne sait plus quoi écrire. Puis le monde trouve ça tellement important ce qu'ils vont écrire. Bien, écoute, là, on vous donne des formules gagnantes, touchantes et tout ça. Les outils de qualification de la qualité de vie dont on a parlé plus tôt, ils sont tous là. Bien, pas tous en français, par contre, mais celui que j'ai détaillé, on l'a traduit en français. Des aides-mémoires sur les sujets abordés avant l'euthanasie pour que tout le monde dans l'équipe soit sur la même page, puis que tout le monde parle de tout, puis que les clients soient bien renseignés. Et un aide-mémoire sur le matériel et les phases du deuil aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec ça.
Des ressources pour les familles aussi. Comment enterrer un animal, bon, pour qu'eux lisent ça avant. Des livres sur le deuil, le poème Le moment venu. Des articles aussi, Protégez-vous, Femmes plus, Clin d'œil. Non, c'est pas ça, mais en tout cas. Des bons articles sur le deuil. Les vétérinaires à domicile. Alors ça, c'est super. Il y en a de plus en plus. C'est vraiment un super service, là. Je ne vois pas pourquoi les vétérinaires en clinique ne le recommandent pas plus. Encore une fois, c'est un meilleur service, c'est-à-dire c'est possible, c'est plus coûteux. C'est à vous de choisir. Sinon, on va le faire ici, mais si vous voulez que ce soit fait dans le confort de votre domicile, ça se fait. Ah oui? Ben oui. Bon. Phase du deuil sont là aussi pour les clients. Les cimetières, il y a trois cimetières au Québec, je pense. Et un dépliant, le lien pour le dépliant. Non, c'est pas ça, j'ai pas le lien. La MVQ fait un dépliant aussi pour expliquer aux clients qu'est-ce qui va se passer durant ce rendez-vous. Ça, c'est juste un petit résumé que je trouve ludique et puis très bien fait sur tout ce dont on vient de parler autour de l'euthanasie pour rendre ça plus agréable. Donc, tu sais, un petit peu de chaleur, une petite lampe avec un éclairage, le contact physique, les formules employées à ne pas employer. Donc, ça, c'est facile à partager avec votre équipe pour résumer un peu l'idée. Au niveau, là, on va rentrer dans la capsule sédation. Comme je vous disais, il y a encore un vétérinaire sur 4 environ là, au Canada, aux États-Unis, qui ne va pas utiliser de sédation. Mais là, regarde, vous avez les outils pour convaincre l'équipe avec qui vous allez travailler s'ils ne le font pas. C'est vraiment un must en 2020. La CMV, sur son énoncé sur l'euthanasie, l'injection IV doit être précédée d'une sédation. L'OMVQ préconise la sédation. Le MAPAC, donc, préconise une méthode qui doit diminuer l'anxiété et la douleur. On s'entend, ça fait ça. AHA, donc c'est American Animal Hospital Association, l'Association américaine vétérinaire. Ouais. ABRI, KETA, Fear Free, toute la patente, tout le monde est d'accord. Donc la sédation, comme je vous disais, c'est de ne pas peser le jour J. Quand la sédation n'est pas exactement comme vous voudriez, je vous recommande d'en redonner. Comme je vous dis, les clients, ce qui compte pour eux, c'est que ça se fasse en douceur. Pas que ça aille le plus vite possible. Donc, un autre 15-20 minutes, vous leur expliquez. Eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. Si on va avoir un problème, si l'animal réagit. Sous-cutané ou intramusculaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi qu'il faut faire? Ça ne fait pas une différence, vraiment. Fais-le pour que l'animal n'ait pas de réaction et que ce soit plus facile pour toi. Péros pour les chiens agressifs. Ça, là, c'est dur, les euthanasies de chiens agressifs. Mais là, j'ai découvert que tu peux donner la sédation orale. Puis souvent, les chiens agressifs, ils ont un appétit vorace, ils ont un appétit agressif. Alors, tu peux mélanger de la dexméthédomidine et du pentobarbital là-dedans. Là, c'est merveilleux, là. Plutôt qu'à te battre avec un Rottweiler de 180 livres, que ça m'est arrivé l'été passé, là, avant que je connaisse ça. Tu donnes ça, et voilà. Puis ensuite, tu peux compléter avec une autre sédation ou tu peux y aller directement avec le pinto. C'est merveilleux. Tout d'être là, battre, essayer d'injecter l'animal, ça n'a pas de bon sens. C'est out complètement. C'est oral chez les animaux agressifs maintenant. Sédation orale à la maison pour les patients agressifs aussi. On va... Je ne sais pas si je vous les mets, mais sachez juste que ça existe. Puis ceux qui veulent, écrivez-moi un message, mettez-moi votre adresse courriel, je vais vous les envoyer par courriel ou je vais les mettre sur le site web. Mais sachez que ça existe. On peut donner de la trazodone, on peut donner du gabapentin. Je ne savais pas ça, moi, avant. Fait que tu le donnes le jour de l'euthanasie, tu donnes la veille aussi. Avant d'injecter la sédation, là, faites une tension dans la peau. Là. Ça écarte les nocicepteurs, puis ils sentent moins l'injection. C'est pas le fun, ça? J'aimerais ça que quelqu'un me dise ça. Moi. Puis on prend des aiguilles toutes petites, 25, 22 maximum. La méthode à 2 injections, j'ai découvert ça l'année passée, je pense que c'est merveilleux, ça a changé ma vie. Avant, je faisais des euthanasies sur l'animal en haut à gauche, là, qui sort la langue. Là. Et puis là, tu sais, il était comme un peu là quand même. Tu sais, moi, je me disais, ah, c'est bien, il est un peu là. Mais en fait, là, non, c'est pas bien. Ça se compliquait la vie pour rien. Moi, maintenant, je le fais comme en haut à droite, donc complètement out. Il va pas retirer la patte, il va pas se lever à la tête, il va juste comme être bien, il dort, il est en sédation profonde. C'est ça, la nouvelle affaire. Je sais qu'à la faculté, ils le font, là, mais vous allez voir qu'en pratique, là, non, c'est pas ça la tendance. Ça va être la tendance d'une sédation légère. Légère moyenne plutôt qu'une sédation profonde. C'est juste plus facile de travailler. Pour la famille, c'est ça que j'ai découvert récemment. C'est qu'en fait, pour eux, ça fait une transition. T'sais, avant, je me disais, ah, il devait être content, le chien est encore là. Puis là, 3 secondes après, il est mort. Fait que, comme ça, c'est graduel.
Ça permet, quand on a une sédation profonde, d'utiliser les méthodes d'injection alternatives intra-organes, comme on a parlé, intra-hépatique, intra-rénale. Pour faire ça, il faut que l'animal soit en sédation profonde, qu'il n'y ait aucune perception de douleur. Donc, ça, c'est ce que ça permet. Ouais, c'est ça. Ça diminue aussi les réactions indésirables, là, les fasciculations, les respirations saccadées. Alors, mourir dans son sommeil, hein, ça me semble que ça a l'air de le fun, mais c'est ce que ça donne, sans stress, avec l'amour de ta famille. Moi, je trouve ça gagnant. Les injections musculaires chez le félin, sans douleur, moi, je vous recommande, vous avez votre substance à injecter dans votre seringue. À la fin, vous allez chercher juste un petit 0,1, 0,2 de lidocaïne. Ça fait que la kétamine brûle moins, puis que l'animal ne fera pas... Bon, moi, il ne fait pas ça, je n'en mets pas de lidocaïne, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis souvent, moi, je vais faire une contention juste avec une pression au niveau entre les deux scapulas. Ça, c'est comme le petit buzzer qui fait que le chat s'écrase. Puis ensuite de ça, je vais injecter au niveau lombaire avec une aiguille 25G. Potentiellement, si l'animal est nerveux, j'ai pris ma sédation avec une aiguille, puis je change d'aiguille avant d'injecter, parce que là, l'aiguille va avoir un fil parfait, il n'y aura pas de... Et voilà, c'est merveilleux. Bon, fait que ça, c'était la sédation. S'il y en a qui ont des questions, on pourrait le faire à la fin. Puis les finissants, si vous voulez, ça me fait plaisir de vous partager mes recettes. Mais pour l'instant, on va juste parler un petit peu de comment prendre soin de soi, parce que je ne sais pas s'il y a du monde qui en a parlé, mais c'est une job quand même exigeante d'être vétérinaire. Hein, on est un petit peu toutes, on fait toutes, et puis la charge de travail est importante. Il y a des stress émotifs, stress économique, toujours impliqué dans les décisions. Il n'y aurait pas beaucoup de choses qui se font sans que toi, tu décides qu'est-ce qu'il faut faire. Et conciliation travail, vie privée, tout le monde a besoin de toi, ta famille. Je vois une question, est-ce que l'euthanasie en 2 injections est recommandée chez les animaux dont l'état de santé est moins stable? Oui, je ne vois pas de contre-indication. Okay? Peut-être là, si tu as des problèmes d'épilepsie, ça c'est toujours un peu plus touché parce que ça va diminuer le seuil d'excitabilité, entre autres la cépromazine. Sinon, là, je ne vois pas de contre-indication. Je vais y penser. Ouais, tu sais, votre belle-sœur, votre voisine, votre gardienne, tout le monde a toujours besoin de vous autres. Bon, c'est comme ça. Faites valider. La fatigue de compassion, c'est quoi cette affaire-là? Si quelqu'un peut... Avez-vous déjà entendu parler de ça? En tout cas, moi, on m'en avait jamais parlé. Donc, c'est juste là, le message là-dedans, c'est que c'est un stress secondaire qui est normal. Alors, c'est ça qu'on veut savoir. C'est que c'est normal qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec comme il n'y en a plus de je veux être gentil puis tout le monde a besoin de moi. C'est juste comme si tu ne fais pas attention puis que tu ne remplis pas ton réservoir, à un moment donné, il n'y en a plus de fioul puis tu n'as juste plus le goût d'être gentil puis de faire comme des miracles pour tout le monde. Alors, c'est une usure graduelle de notre empathie, de notre espoir, de notre compassion pour nous-mêmes et les autres. Ça, c'est quand on arrive vraiment au coton, là, quand tu ne fais pas attention. Mais sinon, juste qu'il y a des moments où tu fais comme Madame, elle voudrait que je sois un super-héros, mais je suis tannée. J'en ai vu trop des gens qui ont de la peine, puis je peux pas faire des miracles pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est ça, la petite elle arrive, elle a vraiment besoin de toi, puis elle t'aime au bout, mais toi, t'es comme... Donc, l'importance, c'est de remplir le réservoir. Donc, juste pour vous dire, globalement, on a des stress primaires, comme le plus gros stress, c'est de la mortalité dans la famille. Le deuxième plus gros stress dans votre vie, c'est une séparation. C'est énorme. C'est presque autant que la mortalité. Accident, alcoolisme, maladie mentale, violence familiale. Stress primaire. Ça, tu t'es pris avec ça, c'est ta vie. Stress secondaire, c'est la souffrance d'autrui qui s'ajoute à ça. Donc, tu sais, le chien là, obèse ou avec le collier qui est incarné dans son cou, tu vas voir ça, puis t'es comme pourquoi les gens sont nono? Mais vous êtes pris avec ça, fait que ça s'ajoute. Tu as des membres dans ton équipe qui ne vont pas non plus, ça s'ajoute à toi. Tu as des patients qui ne vont pas, tu es affecté par ça. Puis ensuite de ça, il y a de la vulnérabilité parce qu'on est des gens qui ont naturellement la compassion facile. Et on fait des soins qui sont on a besoin d'une relation avec le client pour soigner un animal. On peut difficilement le faire sans lui. Et de plus en plus, l'animal prend le rôle d'un enfant. Donc, la pression augmente sur les vétérinaires. Les attentes des clients sont grandissantes. Moi, j'ai vu une évolution incroyable dans les 20 dernières années. Et bien souvent, peu importe ce qui arrive, ben, ça tombe sur nous. C'est nous qui avons la responsabilité.
Hey, mais là, c'est pas déprimant. Là. Ça, c'est juste une réalité, mais c'est tellement le fun, la pratique. Moi, je continue à pratiquer juste parce que j'aime trop ça. Les longues heures aussi, parfois. Voilà, puis tu sais, là-dedans, ce que je veux faire ressortir, c'est les finances. C'est toujours, tu sais, ah, mais ça coûte trop cher. C'est fatigant, ça, là, mais qu'est-ce que tu veux, on est prêt avec ça. Puis aussi, ce qui nous rend vulnérables, on a un grand cœur. Les vétérinaires ont un grand cœur. On est des gens gentils, on est des gens qui veulent l'aider, qui veulent faire la différence. Voilà, ça. Puis bon, pour dire que l'euthanasie, c'est un des facteurs qui vont nous rendre vulnérables parce que parfois, il y en a qui c'est des euthanasies qu'on aimerait ne pas voir arriver. Mais quand on remplit notre fuel, ça va bien aller, vous allez passer à travers. Puis il y a des façons de se prémunir de ça aussi. On n'est pas obligé de faire des euthanasies pour lesquelles on n'est pas d'accord. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est le dilemme. Se protéger, donc nourrir son corps, sa tête, son esprit pour maintenir en santé notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Moi, au début, quand j'avais 26 ans, je fais comme, mais finalement, je suis d'accord. Fait que je fais plus attention. Et concrètement, quand on revient d'une journée à la clinique, on a vu 10, 15 patients, 20 parfois, là, c'est important. Des fois, ce qui peut aider, c'est de prendre une douche quand on revient. Juste comme se laver de toute l'énergie, toute la pression qu'on a eue. Écouter de la musique. Tu sais, là, moi, je mets ça au coton, là, dans plus, ça fait juste m'empêcher de penser au cas quand je reviens chez moi. Marcher quotidien, on le sait, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je vous le répète. Rigoler au travail, moi, j'ai eu la chance d'avoir des équipes de travail où on faisait du bon travail, mais il fallait qu'on rigole sérieusement aussi. C'était important. Fait que ça, je pense que pour moi, là, la médecine vétérinaire sans rigoler, c'est pas faisable. Je pense que je ne serais pas encore en pratique si je n'avais pas l'opportunité d'avoir des environnements de travail où les gens aiment rigoler parce que ça prend des soupapes pour laisser le stress s'échapper. Cultiver des passions, évidemment, vous le savez. Puis je pense que vous êtes assez bon là-dedans. Vous êtes meilleur que ma génération pour balancer ça. Et travailler son horaire en clinique. Moi, j'ai été chercher des horaires complètement uniques dans ma pratique parce que j'ai dit, moi, ça va être ça que je vais faire. Puis si tu veux que je sois bon, ça va être mon horaire, puis je vais prendre 2 mois libre l'hiver, puis quand je vais revenir, je vais être spectaculaire, tu vas voir. Puis finalement, je n'ai jamais eu de difficulté à obtenir ces conditions-là, mais il faut que vous-même, vous soyez convaincu de ça, puis que quand vous revenez, il faut que vous livrez la marchandise également. Il faut que vous soyez top shape. Mais tu sais, vous avez un certain pouvoir sur ça. Ce qui aussi va remplir le tank de compassion, c'est de travailler avec les animaux, mais juste, moi j'ai une collègue dans ma classe qui fait du bénévolat dans un refuge, mais aucun travail médical. Elle fait juste comme, oui, les promener, les brosser, s'amuser avec eux, tu sais, puis là, c'est comme ça te remplit. Puis moi, c'est avec des enfants et des animaux que je fais ça parce que je suis impliquée dans un camp de vacances où on devait avoir la formation de 5 heures que là, je réduis à 2 heures. Pour ça, je parle vite. Donc, si tu veux réaliser tes rêves, réveille-toi. Ça, c'est quelque chose que ça me parle beaucoup. Hein? Des fois, là, les rêves, c'est pas juste, il faut que tu mettes des choses en place. Donc, il y a des petites mesures telles que, par exemple, si vous êtes en mesure il y en a qui ont instauré ça en clinique, ils font un petit wash, wow, whoops en réunion ou à la fin de la journée, à la fin de la semaine, où est-ce qu'on va souligner qu'est-ce qui nous a écœuré, là, ce chien-là qui est bien trop obèse, pourquoi ils font ça, pauvre petit loup, il y a de l'arthrose. Bon. On en parle, ça fait du bien de sortir ça puis de se rendre compte que les autres ont le même feeling à propos de la situation. Wow, c'est comme, hey, non, mais tu sais, ce cas-là, on l'a tellement bien géré, là, c'était comme merveilleux. Le chien est agressif, on a géré ça, puis ça s'est super bien passé, ils n'ont rien vu. Et puis l'animal, on a fait ça comme des champions, quoi. Et oups, oh mon Dieu, Mme Tardif, elle est partie, puis elle avait oublié sa prescription de prednisone, puis elle habite aux États-Unis, ils veulent qu'elle revienne. Bon. Mais tu sais, après ça, un l'échappe, l'autre, une autre journée l'échappe, là, on se rend tous compte qu'on a on en échappe. Donc ça aide au niveau de l'ambiance, au niveau du travail. Déléguée à la maison et au travail, j'ai été à une conférence à l'Éviémé passionnante de Sherry Buisson. Elle a un
une page Facebook qui s'appelle A Happy Vet. J'encourage. C'est beaucoup, ses propos, c'est beaucoup sur se donner des chances. On est très perfectionnistes, les vétérinaires, donc ça a un petit peu relativisé là, le syndrome de l'imposteur, puis du perfectionnisme et tout ça. Puis là, elle me disait qu'elle avait des journées occupées en clinique, puis tout ça, puis qu'elle allait revenir tard, qu'elle avait appelé son conjoint, elle disait, je vais arriver tard, puis là, elle espérait secrètement, tu sais, peut-être qu'il y aurait comme un souper de prêt, tu sais, mais finalement, elle est arrivée, elle n'avait pas de souper de prêt, tu sais, mais là, elle a comme soulevé le point, mais elle dit, mais pourquoi tu me l'as juste pas dit que tu aimerais avoir un souper? C'est vrai, tu sais, dans le fond. Ça prend pas, tu te dis, tu vas finir tard, tu ferais-tu à souper, il va être content de faire à souper, pourquoi tu n'as pas demandé? Donc, j'ai trouvé ça brillant, parce qu'on... Surtout quand vous avez commencé en pratique, c'est peut-être pas évident aussi de déléguer aux techniciennes, puis à réceptionnistes, puis tout ça, puis dans votre vie familiale aussi. Fait que juste une petite note là-dessus. Pendant des années, j'écoutais les nouvelles à la radio. C'est important, l'actualité, qu'est-ce qui est au courant de tout, surtout en ce moment. Là. En ce moment, moi, j'écoute pas les nouvelles, j'écoute pas la radio. Mais j'ai trouvé, il y a un paquet de balados. Donc, autant des balados vétérinaires, il y a des podcasts de techniciennes, de vétérinaires, en soins de fin de vie, en emergency, il y a de tout. C'est infini. Moi, j'en écoute de Radio-Canada. Il y en a une, entre autres, qui s'appelle Pas banal la vie. C'est juste des histoires positives de petits gars qui font pousser des citrouilles, de personnes âgées qui font de la voile. C'est incroyable. C'est tellement de... C'est comme... Ça te change le beat versus écouter les nouvelles. Là. Mais donc, je vous recommande ça. Partager des valeurs au travail, bien, c'est ça, c'est juste de travailler avec des gens sur qui vous entendez naturellement, vous avez des valeurs qui se rejoignent parce que ça fait toute la différence, ça fait tenir toute la patente ensemble parce que le travail vétérinaire est tellement exigeant que au moins ça vous tient tous ensemble. Plus facile à dire qu'à faire, ça, c'est que si tu veux, il faut juste en essayer. Puis... Ah, mon Dieu! Mais ça, je pense que je suis capable de vous le faire. Non, je ne suis pas capable de vous le faire jouer. Je vous le recommande, surtout par rapport à l'euthanasie. Ça va vous vous faire peut-être pleurer, ou en tout cas mouiller les yeux. Si vous avez une chance d'aller le regarder, c'est 4 minutes. J'ai entendu, c'est une chanson très connue. Je vais vous éviter de vous la chanter, c'est sûr que vous la connaissez. Et je n'avais aucune idée que la vidéo évoquait l'histoire d'une petite fille avec son chien. Mais ça nous ramène à l'importance de chacun des patients, de les traiter vraiment comme l'histoire d'une personne avec son animal. Et il y a un très beau passage. Ça faisait des années, je me disais comment je pourrais démontrer aux vétérinaires l'importance de faire attention durant l'euthanasie. Puis je me disais, on va coûter une fortune. Et là, tout est là-dessus. Donc, ça peut être juste Moi, ça me ramène à quand j'avais son âge, puis que j'ai eu mon premier chien. Ça me ramène exactement là, puis j'ai les yeux mouillés à chaque fois que je le regarde. Ça doit faire 20 fois. Mais c'est un très beau vidéo. Voilà, et finalement, j'ai fait ça full speed. J'ai déjà terminé. J'avais tellement peur de déborder, d'avoir trop de matériel que j'ai terminé avec ma présentation. J'avais plus de matériel sur les phases du deuil. Je pense que je vais vous montrer, je vais vous en parler rapidement parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique. C'est une conférence à laquelle j'avais assisté. Non, excusez. De France Carlos au DMV, au centre DMV. Et elle comparait les phases du deuil. Elle faisait une analogie à lorsque Michael Jackson est décédé. Donc, elle disait, la première journée où est-ce que les nouvelles parlent de Michael Jackson qui est décédé, bien, les gens sont incrédules. Bien, voyons donc, Michael Jackson, il n'est pas mort. C'est pas possible, pas Michael. Tout ça pour dire que la même chose se passe dans la tête des clients. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Donc, incrédulité le premier jour. Il est là, ah, il est où mon... Ah non, il n'est plus là. J'y crois juste pas. La deuxième journée, ben là, je m'ennuie. Fait que là, tu sais, aux nouvelles, il passe, là, tu sais, des vidéos de Michael Jackson qui fait le moonwalk, puis tu sais, toute la patente. Là, on le regarde, il était tellement beau, mais tellement de talent. C'est pas possible qu'il soit mort, Michael. On va tellement s'ennuyer. Quelle personne extraordinaire. Le chien, c'est pareil.
il n'est plus là, il n'est plus dans son panier. Et maudit qui nous faisait rire, qui était donc beau. Puis tu sais, quand on l'amenait au parc, puis là, on est nostalgique. Client, c'est pareil. Troisième jour aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Qui a tué Michael? Là, c'est le médecin qui a prescrit. Lui, c'était-tu du propofol? Oui. Le propofol, c'est qui l'écœurant? Pourquoi qu'il l'a tué? C'est la faute à qui? C'est le médecin. Puis là, tous les médias sont en train de trouver le coupable. Or, c'est ça qui arrive dans la tête des clients. Pardon, le troisième jour, les gens sont comme, mais là, le vétérinaire, le bouc émissaire number one, c'est le vétérinaire. Ça, c'est France Carlos qui nous explique ça parce qu'elle, si vous avez la chance d'aller voir une de ses conférences, elle est très bonne. C'est comme si c'est une interprète parce qu'elle entend les clients parler des vétérinaires, elle les démonise, puis elle comprend les vétérinaires. Donc, c'est vraiment une interprète sur le langage de comment on peut être perçu à notre insu. Et donc, peut-être changer de slide, c'est trop triste. Et puis, donc, c'est là que potentiellement les gens vont commencer à se dire ouais, mais c'est parce qu'il est mort, mon chien, parce que. Puis j'ai vécu ça, là. Moi, avec un client, j'ai vécu ça, là, en boule, là, dans le sous-sol de la clinique, à vouloir mourir, puis à me trouver comme incompétente, puis pas ça, parce que j'avais un client qui me disait que c'est moi qui avais tué son animal à cause du métacam que je lui avais prescrit alors qu'il avait un cancer du pancréas, mais à force de me faire répéter que je faisais ça pour l'argent, puis que j'étais une sans cœur, puis que je savais juste pas ce que je faisais, puis qu'il me poursuivait pas juste parce que j'avais pas fait exprès de le tuer, c'était juste parce que j'étais mauvaise. Quasiment, tu sais, je me suis vraiment dit que j'allais arrêter. J'étais juste une pas bonne. Ça va, je pense que ça fait partie. Mais tout ça pour dire que il a fait ça, ce monsieur-là. Il est parti dans ce gire-là au troisième jour parce qu'il voulait pas prendre la culpabilité il ne pouvait pas faire traiter son animal ou qu'il l'avait pas amené assez rapidement parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment pas de moyens en plus. Mais ça peut arriver dans tous les sens. Mais évidemment, c'est le client à qui je n'avais pas chargé assez cher parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'était une personne qui était démunie au niveau psychologique, qui n'avait que son chien. Donc, je suis rentrée mes jours de congé pour être là pendant la chirurgie, pendant que ma collègue la faisait. Je n'ai pas facturé tout ce qu'il fallait. J'ai envoyé une carte de sympathie avec des empreintes de pattes. Je veux dire, la totale, parce que ce monsieur-là m'émouvait, puis je voyais sa vulnérabilité. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer après, pauvre lui? Et finalement, c'est lui qui m'a traîné dans la boîte. Donc ça, c'est un classique, on vous l'a sûrement dit avant, là, mais c'est souvent ceux pour qui on en fait le plus qui vont nous traîner dans la boîte. Et après, j'ai su que pourquoi il était tellement fâché après moi, c'est parce qu'il n'a jamais reçu ma carte de sympathie. Il a juste reçu une facture comme quoi qu'il n'avait pas payé parce que dans le système, on n'avait pas changé son adresse. Donc, une bêtise, finalement. Ça ne serait jamais arrivé si l'adresse avait été changée et qu'il avait reçu ma carte de sympathie. Donc, voilà. Moi, s'il y a des questions, je suis disponible. Si vous voulez avoir les protocoles, vous m'envoyez votre courriel. Et puis voilà, je reste ouverte aux questions. Juliane, finissante. Oui, je vais t'envoyer ça. Parfait. Hey, c'est Louis Santos! Ben, mon Dieu! Oui, donc, Louise, elle me demande les cas d'euthanasie pour lesquels on n'est pas d'accord. Euthanasie de convenance, quels sont vos trucs? Très bonne question, Louise. On pourra en discuter live. Vraiment, je pense que le truc, c'est vraiment de te demander si tu ne fais pas ça pour cet animal-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Aussi, c'est sûr qu'au début, en pratique, tu vas être tenté de vouloir adopter tout le monde. Ce que tu peux faire potentiellement à la place, je ne te recommande pas d'essayer d'adopter tout le monde, c'est de les envoyer vers des refuges. Mais souvent, ils vont te trouver un paquet d'excuses, dont je ne veux pas qu'il souffre, avec moi, il est tellement bien. L'équilibre mental est tellement important que je pense que tu peux potentiellement décider de ne pas les faire. Tu n'es pas obligé de les faire. Tu es obligé de les faire si ça met fin à la souffrance d'un animal, mais c'est un choix personnel. Donc, c'est ce que j'aurais à te conseiller. Moi, comme ça, une tranche de vie, là, j'ai eu une portée de Labrador à euthanasier 6 chiots de 2 mois. Parce qu'il y avait la gale sarcoptique à l'époque.
Ça venait juste de sortir les produits topiques, donc c'était même pas cette question-là. Qu'est-ce qu'il y avait ce monsieur-là dans sa vie qui faisait qu'il ne voulait pas acheter 6 tubes? Je sais pas. Puis là, je suis allée voir mon patron, j'ai dit, je suis obligée de la faire, là. Puis là, mon patron m'a dit, non, tu n'es pas obligé de la faire. Mais moi, je connais ce bonhomme-là, puis qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller mettre dans le ditch. J'ai fait. Mais c'est un des seuls cas. Oui, j'ai euthanasié des animaux qui sont bloqués. Ça, j'en ai souvent. Mais qu'est-ce que tu veux, moi, connaissant la situation économique de mes clients, avec le prix auquel c'est rendu les frais, ben moi, je vis relativement bien avec ça parce que je comprends que les gens n'ont pas 1000, 2000 $ à mettre là-dedans. Puis souvent, dans ma clientèle et moi, ils ont énormément de chats, donc parce que tout le monde dompe les chats dans notre coin. Donc, potentiellement, je me dis, ben, on va pouvoir mettre cet argent-là sur un autre animal. C'est ça, Louis, si tu veux qu'on en parle plus, tu peux me recontacter. Mais c'est sûr que c'est un challenge. Cela dit, là, paniquez pas, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai pas fait tant que ça dans ma pratique. J'ai ce cas-là de portée de chat. Puis, à part de ça, des crève-cœurs, là, moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir tant que ça. Louise, hey, OK, Joël, je t'envoie ça pour les protocoles. Corinne, finissante, super les protocoles. Nanana, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Quelqu'un me dit que c'est tellement pertinent, si je peux aborder, ça me fait vraiment plaisir. Je fais vraiment ça pour faire de la publicité pour mon produit. Non, c'est pas vrai, mais vraiment, parce que je suis une consoeur, je respecte énormément notre profession. C'est merveilleux, des gens tellement compétents, tellement compatissants, mais je pense que vous avez besoin de plus de formation. Puis l'année prochaine, j'espère qu'on pourra faire la fin de semaine, on aura plus de temps. Ah, toi, ça t'a fait du bien, merci. Je suis vraiment contente. La question de sondage que je n'ai pas réussi à vous faire parvenir, c'était à savoir si cette présentation avait réussi à baisser votre niveau de stress au niveau des euthanasies, parce que réellement, je pense que si vous appliquez ce qu'on a parcouru aujourd'hui, là, vous allez avoir un taux de succès extraordinaire et puis vous allez avoir des retours très positifs des clients, puis ça fait tellement de bien. Donc, oui, merci. Héloïse, super. Ça diminue. Ah oui, la fin de semaine, oui. Puis Laurence qui me parle que ça diminue le stress. Good, good. Parce que vraiment, maintenant, j'ai plus du tout d'angoisse quand je vois des euthanasies sur l'horaire. J'en ai plus pour des cas de cardiologie. J'ai mieux les envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, je pensais qu'on aurait plus de questions. Puis j'espère qu'au niveau des stratégies pour préserver votre potentiel de compassion, ça vous a donné des trucs. Si quelqu'un a l'opportunité de me dire si vous aviez eu un peu de formation là-dedans, ça m'aiderait parce que ça non plus, je ne savais pas ce que vous aviez eu, donc je ne voulais pas aller trop dans les détails. Mais si quelqu'un a la gentillesse de me dire non, vous n'avez pas de formation, parfait. Oui, je suis bien contente. On a eu une belle rencontre cet après-midi. Beaucoup de gens, là, c'est plus de 50 étudiants. Je suis vraiment honorée que vous m'aviez donné votre temps pour partager en ce lundi de Pâques pluvieux. Donc, je laisse ça allumer si vous avez d'autres questions. Sinon, c'est facile, c'est à info@eutabag.ca. Puis au plaisir de vous rencontrer dans les congrès, puis à des conférences aussi. Ce qui me manque, on va dire, là, dans ce type c'est mon premier Zoom, c'est d'être capable de vous poser des questions. Je sais qu'on peut le faire, là. Je suis juste un petit peu lâche, vu que c'est la première. Je ne suis pas encore familière avec la plateforme, mais être capable d'échanger, à savoir si vous aviez des trucs à partager que vous avez vus en clinique qui vous ont aidé à faire ça mieux. Mais good, parfait. Puis allez voir Marshmallow, Happier. Bon, ben je vous laisse avant de me mettre à chanter. Et puis bonne continuation. Encore une fois, je suis très fière de ce que les étudiants, quand j'ai un contact avec vous, je trouve hyper dynamique, tellement sharp, tellement sacoche, tellement cohérent avec vos valeurs.
Et ça, c'est merveilleux. C'est pas quelque chose qu'on peut voir nécessairement dans l'entièreté de la profession, bien que tout le monde fait son possible. Mais c'est un plaisir. Salut!